Bonjour à vous les cinéphiles, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on a décidé de revenir sur un petit film pas très connu parce que voilà, de temps en temps, il faut parler de films pas très connus. Donc aujourd'hui, on a décidé d'aller chercher un petit film de boxe, un truc très rare, un truc qui s'appelle Rocky. Je sais pas si vous connaissez. C'est avec un mec qui s'appelle Sylvester, je sais pas quoi. Enfin bref, on vous expliquera tous les détails. Pour en parler, nous avons avec nous Monsieur The Serial Vlogger Eddie, ça c'est le nom de sa chaîne, hein. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour, qui non seulement est un grand fan de la saga, mais il se trouve que de temps en temps, les gants qu'il y a derrière, il les utilise, donc ça veut dire qu'il fait de la boxe. Comment tu vas, Eddie? Très très bien, parfait. Alors justement, l'entraînement ce matin, il m'a un petit peu séché, mais ça va, ça devrait aller. Et Morgan, ici présent, donc, qui a entre autres, qui est un grand fan de Stallone évidemment, et qui a entre autres fait un... J'avais le terme, comment on dit déjà? Un mémoire. Voilà, un mémoire. Tu vois, j'ai plus la mémoire, j'ai la mémoire qui flanche, justement. Un mémoire sur Stallone lui-même. Donc, il va nous apporter plein de petits trucs. Donc, le film duquel nous allons parler aujourd'hui est réalisé par John G. Avildsen, qui n'est pas un mec qui a fait beaucoup de choses très connues, hein. Je dis pas qu'il n'a pas bossé, mais je trouve qu'il n'a pas fait grand chose. Ce qui est marrant, c'est qu'il est aussi connu, on va dire, pour une espèce de version de Rocky pour adolescents. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Qui font du karaté, non? Un truc comme ça? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Kung Fu Kid, je crois. Ouais, non, pas celui-là, heureusement, non. Ouais, en effet, Karate Kid, tout à fait. Ninja Kid. Ninja Kid, ouais. Ninja Kid, ou pas celui-là. Et d'ailleurs, on profite aussi pour rappeler, tout le monde le sait, qu'il y a en effet une musique de Karate Kid qui à la base devait être dans un Rocky, et puis que Stallone avait refusé. Donc, comme quoi, les deux films sont vraiment connectés, on va dire. Oui, parce que c'est Bill Conti aussi. C'est Bill Conti qui fait la BO aussi, ouais. Tout à fait, on parlera de la BO après, si je n'oublie pas. Mais pour dire que on va donc parler de ce film, je suis perdu, John G. Avildsen, qui n'a pas fait grand chose, ça ne veut pas dire forcément qu'il est mauvais, mais juste que c'est pas forcément un des plus grands, etc. Film de 1976, qui a été, je vois, qu'est-ce que je vois, 10 nominations aux Oscars, et on pleurait des trucs dans les BAFTA, les Golden Globes et tout ça, mais un des trucs qui est assez rigolo, c'est que en fait Sylvester Stallone, hein, on peut dire que c'est un mauvais acteur, tout ce qu'on veut, un mec qui a fait des films d'action, c'est assez rigolo cette anecdote, c'est la 3e personne de l'histoire à avoir été nommé à la fois pour le meilleur Oscar, enfin Oscar du meilleur acteur, pardon, et Oscar du meilleur scénario original, hein, c'est le 3e, à côté de Charlie Chaplin pour Le Dictateur et d'Orson Welles pour Citizen Kane. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. C'est pas mal, non, quand même. Après les deux autres, on peut pas dire non plus que ce soit des grosses pointures. C'est pas non plus des mecs de ouf. C'est pas. Déjà, est-ce qu'ils s'y connaissent en boxe? Je suis pas sûr. Chaplin a fait un film, hein, il fait de la boxe. Chaplin, oui. Ouais. Les lumières de la ville, je crois, un truc comme ça. Le nom du film, j'en rappelle plus. Mais ouais, tout à fait. Et donc, tout le monde connaît un petit peu l'histoire de la création de ce film, hein. À l'époque, on se souvient que Monsieur Sylvester Stallone roulait pas sur l'or, c'était de loin d'être une grande star. Tout le monde sait qu'il a fait ce fameux film à tendance un peu cochonou, on va rester poli. Allez, Morgan, puisque tu l'as vu, un petit mot sur En vrai, j'aimerais bien le voir, mais je me rappelle d'un documentaire, je crois que c'est Stallone, Profession Héros, un truc comme ça, où il montre des extraits, et on en fait tout un plat, mais en fait, t'as plus l'impression que c'est des hippies complètement à poil tout le long, et il y a rien de... C'est pas dans le dur, c'est du film de charme, donc c'est pas non plus un truc de malade. Ce genre de film-là, de dire que c'est pas dans le dur, c'est cocasse. Ouais, non, mais oui, j'ai pas fait exprès. Mais en parallèle, au-delà de ce film, il a fait aussi des caméos chez Woody Allen, tout ça, hein. Il a eu plein de petits passages. Il a fait une pub pour de la mousse à raser, notamment. Enfin, il a eu un début de carrière totalement éparpillé dans tout et n'importe quoi. Et c'est marrant de voir ça maintenant, quoi. Tout à fait. Donc lui-même le dit qu'à l'époque, il avait un tout petit appartement il a dit fermer la fenêtre et la porte sans bouger de son lit, que c'était tout petit. Il n'avait même pas assez d'argent pour nourrir son chien, hein. D'ailleurs, le chien qu'on voit dans le film, au passage, et paraît-il qu'il avait tellement pas assez d'argent qu'il a dû vendre le chien. Et quand, justement, il a commencé à gagner de l'argent grâce au film avant le tournage, hein, donc quand il y a eu le scénario qui a été vendu et tout ça, il a profité, il a racheté son chien. Donc pour dire à quel point le mec, il était un petit peu dans la merde. Mais bref, il était chez lui et un soir, il regarde un combat de boxe à la télévision, un combat entre Chuck Wepner et Mohamed Ali. Et pour nous en parler, Eddie.
Ouais, donc c'était un combat qui sortait un petit peu de, pas un petit peu de nulle part, mais Mohamed Ali venait de faire le fameux combat avec George Foreman, Rumble in the Jungle. Et Celui que McTiernan a porté à l'écran dans le film Ali. Michael Mann. C'est Michael Mann, oui, désolé, je me disais, je dis une connerie. J'ai dit le nom, je suis en train de dire une connerie là. Michael Mann, ouais, donc c'est ça. Et donc, juste derrière, ils ont voulu faire ce film, et c'est Don King qui a poussé Mohamed Ali à choisir un boxeur blanc, justement pour pas qu'on pense qu'il y ait de trucs, voilà, de problèmes de racisme en disant que Mohamed Ali était anti-blanc, tout ça. Donc, il voulait absolument un combattant blanc pour faire ce combat-là. Et donc, dans le classement, celui qui était mieux classé, c'était Chuck Wepner, qui était plutôt un boxeur de seconde zone, et donc qui avait sur le papier aucune chance de tenir la distance face à Mohamed Ali, qui était au top de sa forme et au top de la catégorie, au top de tout. Et donc, ils vont faire ce combat, et Chuck Wepner va s'avérer qu'il va être ultra résistant, et ça va donner l'idée donc à Stallone de faire le film de Rocky Balboa. Mais parlons un petit peu de ce combat, pas juste parler du combat comme ça vite fait, parce que c'est ce que font tout le monde. Oui, il a vu ce combat, ça lui a donné envie. Mais nous, on va parler un peu du combat en lui-même. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Je t'ai dit, j'ai vu sur Internet des commentaires, bon, un peu faciles, qui le qualifiaient comme meilleur combat de l'histoire de la boxe. Moi, ouais, mais ça, va vachement se calmer. Hein, on va vachement se calmer. Ouais. Certes, il est devenu un peu culte grâce à Rocky, mais on va se calmer quand même. Le combat, il est honnêtement, le combat, il est atroce, même à suivre. Il est hyper chiant. Chuck Wepner, c'est quelqu'un qui n'a aucun style. Il a aucune garde. De toute façon, quand on le voit boxer, pour le coup, on va certainement en reparler après quand on parlera de la technique de boxe de Rocky Balboa. Mais il est comme ça, une garde très ouverte. Il a une technique. Mon entraîneur, ce qu'il dit tout le temps, il bloque avec le nez et il chasse avec le menton. C'est-à-dire que tous les coups qu'envoie Mohamed Ali, il les prend dans la tête. Et bon, mais par contre, voilà, il est extrêmement résistant parce qu'il en prend tout le long. Et en fait, c'est une répétition du premier jusqu'au dernier round. C'est Mohamed Ali qui bouge, qui envoie des fions, et puis l'autre qui les prend et qui fait que. En fait, c'est que ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'ai trouvé, bon, déjà, il y a un truc qui n'a pas été gardé dans le film qui vient aussi rendre moche le combat. C'est tous les fameux soucis de coups derrière la tête. Alors, oui. Si, tu le vois vite fait, parce que j'ai re-regardé le combat tout à l'heure. Oui. Tu le vois vite fait, pendant un moment, tu as Apollo Creed qui bloque Rocky dans le coin et qui lui tape un petit peu le visage, tu sais, pour... oui. Bon, c'est un petit peu ce qu'avait fait Mohamed Ali. Pendant un moment, il s'était énervé, il le bloque un peu, et puis il lui met plein de coups derrière la tête, et puis l'arbitre vient les séparer. Ça a été repris un petit peu, mais plus gentiment que ce qu'était la réalité. Bon, il faut dire que dans le film, le combat il est assez court, tandis que dans la réalité, il a duré combien de rounds déjà? 15, je crois, c'est ça? 15, il va jusqu'au 15e round. Ouais, il tombe à 15 secondes de la fin de... C'est exactement ça, ouais. Il se fait mettre KO donc, par Mohamed Ali. Hein. C'est l'arbitre qui arrête le combat. Ouais, mais il est tombé quand même. Il a été compté. Tombé, mais il n'est pas compté. C'est qu'il tombe par terre, l'arbitre arrête, il dit ça y est, c'est bon. Faut arrêter. Voilà. À un moment, il faut arrêter. Mais donc, le coup des choses derrière la nuque, ça se répète beaucoup dans le combat. Hein. C'est super intéressant, je trouve, de regarder le clinch de Mohamed Ali. C'est con, hein, parce que quand tu regardes la boxe, tu penses au coup de poing et tout, mais quand tu vois le clinch, comme c'est bien fait pour bloquer les coups, l'art du clinch, j'ai adoré dans ce combat. Je dois être le seul con à avoir kiffé ça. Mais super intéressant. Et c'est vrai qu'il y a ces coups qui arrivent comme ça, mais ça vient du fait que Ali, en fait, empêche les coups. Il lui bloque les coups passent pas. Donc, du coup, il essaye de passer, puis il arrive là derrière. D'après toi, Ali, il avait raison de se plaindre de ses coups? C'est des coups derrière la nuque, ça va? Oui, il avait raison de se plaindre. Les coups derrière la nuque, c'est interdit en boxe. Hein. On n'a pas le droit de taper derrière la nuque. Et donc, c'est vrai que quand on regarde le combat, il le fait beaucoup, et surtout, il accroche énormément, c'est-à-dire qu'il essaye de casser la distance, parce que Mohamed Ali, c'est un boxeur, c'est ce qu'on appelle un boxeur out, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui boxe à distance. Pour éviter d'en prendre plein le nez, Chuck Wepner essayait de se rapprocher, de casser la distance, de rentrer. Il essayait de mettre quelques coups et de s'accrocher pour peser sur les bras. En fait, c'est une technique aussi, ça fait partie des techniques de la boxe. On s'appuie comme ça en essayant de serrer les bras, c'est pour peser sur les épaules, pour que le boxeur qui est en face, il n'ait plus la force
de lever les bras, parce qu'après, faut maintenir la garde et faut pouvoir les envoyer. Je fais ça, j'ai mal. L'entraînement de ce matin m'a tué. Et donc, on n'arrive plus à lever les bras. Et donc, Watner, quand il était accroché, il essayait quand même de le taper, mais voilà, comme Ali, il avait du métier, à chaque fois qu'il était au corps à corps, qu'il essayait d'envoyer des coups, il lui envoyait derrière la nuque. Et donc, voilà. Des coups qui n'étaient pas très puissants d'ailleurs, parce qu'à moitié bloqué, comme je disais. Ouais, c'est ça en plus. Voilà, il est touché, mais c'est vrai que ça a été illégal. Et comme tu as dit, en fait, on voit clairement l'opposition entre un out-fighter et un in-fighter. Un qui garde la distance, qui travaille à distance, poum, joue sur son allonge. Le jab, travail du jab, qu'on retrouve dans le combat de Rocky. On est déjà pas en train d'analyser le combat de Rocky, c'est magnifique. Et puis l'autre qui, justement, c'est un tank et qui rentre, qui essaye de rentrer. Donc le combat en lui-même, personnellement, je ne l'ai pas trouvé magnifique. Il a un côté beau d'un point de vue guerrier qui ne s'arrête pas de la part de l'autre. Tu vois ce que je veux dire, ce côté encaisseur qui ne lâche pas l'affaire et tout. Face à un Mohamed Ali qui l'a pris de haut, parce qu'il avait dit qu'il voulait finir vite fait, puis il voulait aller bouffer. Il avait dit un truc comme ça. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a autre chose à retenir spécial de ce combat? Oui, que c'est le premier combat où Chuck Wepner se faisait casser le nez en fait. Oui. D'ailleurs, le fait que dans Rocky, tu as ce truc de dire je me suis jamais fait péter le nez. Voilà. Parce que c'est arrivé, en effet. Chuck Wepner, il a eu ça. Et Chuck Wepner, dans la vie de tous les jours, est-ce que c'était quelqu'un comme Rocky, un mec de la rue qui ramène les petites filles chez elle? Pas chez lui, chez elle. Il les ramène, mais pas chez elle. Voilà. Il a fait de la prison, je crois, Chuck Wepner. Après l'histoire du combat Mohamed Ali, il a fait de la prison pour trafic de stupéfiants. Voilà. Ça, c'est Rocky 2, en fait, l'adaptation de Rocky 2. Ouais, c'était un coureur. C'était un coureur. Il trompait sa femme autant que c'était possible de le faire. Et après, avec la sortie de Rocky, donc un peu plus tard, il a eu une petite notoriété, parce que surtout aux États-Unis, voilà, il se faisait un petit peu connaître, il se faisait un petit peu mousser, comme on dit. Et après, il a eu un peu des mauvaises fréquentations qu'il avait déjà un peu, parce que il était aussi dans le recouvrement. Il encaissait pour un prêteur sur gage. Et lui, il allait récupérer l'argent comme ça. Mais il a tout piqué, en fait. Il a rien écrit, Stallone. Il a juste demandé à l'autre de raconter sa vie. Non, il l'a écrit. Mais... Et donc, voilà, il faisait vraiment ça. Et donc après, à un moment, il est tombé aussi dans la cocaïne et tout ça. Et il s'est fait prendre au piège et il a fini en prison pour ça. D'ailleurs, il n'a pas essayé à un moment donné de porter plainte contre le film pour essayer de toucher quelque chose, un truc comme ça? Si, il a porté plainte, et même c'est allé en... Alors, c'est un peu bizarre, la justice américaine. En fait, ils ont trouvé un arrangement à l'amiable avec Sylvester Stallone, qui lui a filé un petit chèque, et ça s'est arrêté là. Ouais, tout à fait. Sans jamais. Okay. Et puis, moi, je trouve que c'est passionnant comme vie. On devrait en faire un film, t'en penses quoi? D'ailleurs, ils en ont fait un film. Oh là là, cette transition est totalement folle. C'est sorti de nulle part, je ne l'ai pas vu arriver. Voilà. On dirait les jabs de Mohamed Ali, on ne les voit pas arriver. On ne les voit pas arriver. Ouais, ils en ont fait un film qui s'appelle Outsider. Donc c'est Liev Schreiber. Liev Schreiber, donc qui joue pour ceux qui s'en souviennent, dans X-Men Origin Wolverine, qui joue le frère de Logan, donc le frère de Wolverine. Il a fait une série dernièrement là, de Novan, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Il a fait 2-3 autres films aussi. Je me souviens le remake de Manchurian Candidate, par exemple. Enfin bon, bref, il a fait des films, quoi. Et donc voilà, c'est lui qui joue le rôle, mais donc pour le coup, il lui ressemble pas mal quand même dans le film, où ils décrivent tout ça, mais ils décrivent beaucoup la partie avec Rocky, l'après-combat, un petit peu de l'avant-combat avec Mohamed Ali, et beaucoup surtout l'après Rocky, qu'est-ce qu'elle a été celle. Il y a eu quand même pas mal de maquillage sur ce film, parce que quand tu vois des images de Outsider, l'acteur, il n'a pas sa tronche habituelle. Je sens que sur le nez, notamment, tu vois, ils lui ont... il y a pas mal de make-up, je trouve. C'est réussi. Ouais, c'est bien réussi.
Et donc, ça veut bien dire une chose, c'est que ce film n'existe qu'à travers Rocky. Si tu me dis ça, toi, si tu me dis que c'est la suite de Rocky et tout ça, c'est clairement un film qui vit ou dépend. Mais de toute façon, même, je me rappelle, moi, quand il est sorti, c'était la phrase d'accroche, c'était l'histoire du véritable Rocky. Ah, donc quand on dit que les films, que Rocky, ça correspond à Stallone, c'est du bullshit tout ça. Attention Voilà. à ce que tu vas dire. Tu vas réagir. Non, mais en effet, on fait souvent le lien que Stallone n'était pas très riche à l'époque, et le personnage de Rocky vit dans des quartiers pas très riches, il n'a pas beaucoup d'argent, etc., etc. Stallone, donc, qui écrit ce scénario, au premier jet du scénario, qui était, paraît-il, beaucoup plus sombre que la version finale qu'on a eue. Paraît-il que le personnage de Rocky refusait même le combat à la fin, en mode, de toute façon, vas-y, dégage, quoi. En mode assez dépressif. Et je crois que c'est sa femme de l'époque qui lui a dit, écoute, c'est pas un peu sombre ton histoire, là, tu veux pas faire un truc un peu plus smiling, tu vois. Et du coup, bon, il aurait écrit son scénario, et à Morgan, il tire la gueule, il fait, c'est pas ça, c'est des conneries. Non, c'est parce que je me disais qu'en fait, le premier jet il était beaucoup plus ancré dans les années 70 que ce qu'on a eu au final, en fait, tu vois. Ça ressemblait beaucoup plus à un truc de dépressif, en effet. Mais typiquement, de ce qu'on a pu avoir dans les années 70 au niveau du nouvel Hollywood, que ce soit Voyage au bout de l'enfer ou ce genre de truc, où les mecs, ils se mettent une balle dans la tête au bout d'un moment parce qu'ils en ont marre. Une balle dans la tête, c'est John Woo. Tu confonds, Voyage au bout de l'enfer. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Hein, Mais oui, tout à fait. T'es pas du tout en train de teaser un truc que tu veux dire après. Hein. Pas du tout. Non, pas du tout. Donc, ce scénario, et paraît-il qu'en fait, Rocky, j'allais dire, Stallone, est allé en fait à un casting, et il est allé au casting, et bon, il n'a pas eu le rôle, mais il s'est, paraît-il, plutôt bien entendu avec les gens du casting, blablabla, puis en partant, il a fait, au passage, pareil que j'écris des scénarios et tout, et puis il leur a fourni, entre autres, le scénario de Rocky, puis ils ont fait, mais ça a l'air intéressant tout ça, ce serait bien qu'on le fasse, avec une star dans le rôle principal. Et paraît-il que Stallone a vraiment refusé toutes les offres. Je rappelle qu'il a vendu son chien et tout. Hein. Et il a refusé, mais des offres, paraît-il, assez... Ouais, des trucs de ouf. Voilà, 300 000 $. Oh, ça va, moi je le refuse tous les jours. Donc il a refusé, hein, jusqu'à ce que finalement ils acceptent de le prendre lui dans le rôle principal. Ah, ça, mais du coup, oui. À plusieurs conditions, ouais, et notamment une de ces conditions, c'est que le budget du film, il a été moins conséquent que ce qui était prévu si ça avait été un des acteurs qu'ils avaient prévu à la base. Ils avaient parlé de Charles Bronson au départ, je crois. Il y avait lui. Je crois même qu'ils avaient parlé de De Niro, je crois. J'ai peur de dire des conneries là sur les noms. Qu'est-ce que j'ai alors, Robert Redford, Burt Reynolds, James Caan et Ryan O'Neal. Voilà. Quelques noms qui avaient été prévus. Donc, oui, tout à fait. En effet, le film devait être, on va dire, un blockbuster, en gros, hein, puis c'est devenu un film un peu plus quelconque au final, au niveau du budget. Du budget. En soi, si vous voulez vraiment, pour les gens qui nous regardent, si vous voulez vraiment apprendre toutes les anecdotes possibles sur le travail de pré-prod du film et tout, lisez le Mad Movies hors série sur la saga Rocky, parce que là, le truc est complet, quoi. Et là-dessus, je pense pas qu'il soit passé à côté de quelque chose au niveau information sur la pré-prod du premier film. Bon, après, là, on donne 2-3 trucs, mais la pré-prod du premier film, on va dire qu'elle est assez connue quand même. Hein, ce qu'on a dit là, je pense pas qu'on est... c'est pour ça que ça sert à rien qu'on passe des heures là-dessus, parce qu'en soi, tout a déjà été dit par-ci par-là, quoi. Ouais, mais c'est mieux que ce soit dit ici. Ils ont autant développé sur le combat entre Wepner et Ali, hein? Non, justement, mais ça fait partie de moi, je suis considéré que c'est pas de la pré-prod, ça. C'est ça fait partie de tout ce qui précède la production du film, tout ce qui amène à la production du film. Donc, du coup, le tournage débute. Puisque tu veux pas donner d'anecdote, moi j'en balance une qui est assez rigolote, qui m'a toujours fait triper. C'est la fameuse scène du patin à glace, la patinoire. La patinoire. Ouais, ça m'a fait triper quand j'avais vu ça dans les bonus. À la base, ça devait être une scène classique, hein, c'est-à-dire il devait aller à la patinoire, il y avait du monde, et puis il devait faire du patin. Première difficulté, Stallone ne savait pas patiner. Première difficulté. Deuxième difficulté, quand ils arrivent le soir pour tourner, il n'y avait pas de figurants. Il y en a un qui est venu. Ce sont des merdes.
Comment on fait? Bah, du coup, ils ont trouvé l'astuce du ah, écoute, je te paye pour avoir la patinoire pendant, c'est quoi, 5-10 minutes, je sais plus. Et en fait, ça vient de là. Et puis, ça tombe bien parce que Talia Asher, elle a dit qu'elle savait patiner, mais c'est pas oufissime. Et du coup, je trouve que ça donne une scène qui n'était pas prévue, qui n'était pas prévue, écrite à la base, qui n'était pas planifiée, et qui colle complètement à cet esprit du film un peu naïf, un peu gauche, comme ça. Voilà. Je sais pas ce que et même cette scène, au départ, c'était prévu de la scène de rencard, de faire une scène banale dans un restaurant, un truc comme ça. Et il y en a un qui a dit que ça serait sympa de faire une scène dans un... Et en fait, ils ont modifié tout leur plan. C'est ça que l'anecdote, elle est marrante là. C'est-à-dire que normalement, c'était prévu, ils allaient dans un restaurant, ils filmaient comme ça, il y a des gens en arrière-plan, il y avait tout, il n'y avait pas de problème. Et là, ils ont dit, ouais, c'est ça. Et en fin de compte, il y avait rien qui allait avec cette scène. Comme tu viens de le dire, et au final, ça donne une des scènes les plus marquantes du film, quoi. Et moi, je trouve qu'elle est intéressante aussi sur son époque et sur la manière dont est montrée Philadelphie, parce que Philadelphie dans ce film, elle est montrée telle qu'elle est à l'époque, elle est pauvre, elle est délabrée et tout, et limite, on a l'impression d'une ville morte. Et donc, du coup, le fait d'avoir une patinoire qui serait blindée de monde et tout, ça aurait été totalement en contradiction avec tout le reste de la manière dont la ville est présentée, en fait. Donc, pour le coup, bah, c'est un truc qui a foiré, mais ça a donné une bonne idée qui reste cohérente qui reste plus cohérente d'ailleurs avec tout le reste du scénario, quoi. Ouais, justement, c'est ça qui fait que c'est fort. Après, il y a d'autres trucs comme ça, comme le moment où le personnage de Rocky va dans la salle de combat, dans le stade, le soir d'avant, et il dit sur l'image, là, le short n'est pas de la même couleur. C'est parce qu'en fait, quand on lui a livré le short, ils ont inversé les couleurs. Donc, ils ont dû improviser un truc. Là, mais c'est drôle parce qu'à la fin du match, au bout d'un moment, le short blanc, il finit quand même un peu rouge. Il a un peu de la même couleur. Mais là, par contre, si tu regardes le film et tu le sais, tu te rends compte en effet que la scène peut faire un petit peu rajouter, tu vois. Mais ce qui est intéressant et important de retenir de ces trucs-là, c'est la capacité d'adaptation, certes, mais plus que la capacité d'adaptation, je dirais plutôt comment sur un petit film avec les difficultés, on rebondit sur les choses pour essayer de les faire coller, et qu'un film aussi culte que Rocky, finalement, est aussi le résultat non seulement des vilains producteurs qui veulent tout interdire, des super réalisateurs qui ont plein d'idées tout le temps, je ne pas peine évidemment, mais aussi de ce qui se passe, de l'imprévu, tout simplement. Parfois, ça peut donner des résultats de merde, et des fois, ça peut être super. C'est ça. De toute façon, c'est à ça que tu reconnais des gens, et je parle d'une équipe entière de cinéma, c'est là où tu vois que les gens sont compétents, c'est quand ils arrivent à s'adapter aux problématiques. Quand ils savent pas s'adapter aux problématiques, tu te retrouves avec des films, justement, et ça, de plus en plus, parce que j'ai l'impression que tu as quand même des mecs qui disent « Oh, c'est pas grave, les gens, ils verront pas la différence, on s'en fout, machin ». Alors que justement, l'intérêt, je parlais notamment, vous devez savoir qui c'est, mais Yann Dan, qui avait fait un court-métrage, qui doit faire aussi un long-métrage très intéressant, mais bon, je vais pas développer là-dessus, mais toutes les couilles qu'il a eues sur son court-métrage à tout prix, il a trouvé plein de ficelles, genre filmer chez lui, les inserts et tout, qui fait que quand tu vois le film, bah t'as pas l'impression qu'il y a eu des couilles sur le tournage, t'as l'impression que ça s'est passé nickel, et en fait, une bonne équipe de cinéma, elle doit te donner cette impression. Elle doit te donner cette impression qu'il n'y a pas eu de couilles durant tout le film et que du coup, bah, c'est nickel, quoi, pour pas te sortir de la narration, quoi. Mais ça, tout le long de la production pour Rocky, ils s'en sont servis aussi, parce qu'ils n'avaient aucune autorisation pour filmer. Ils ont demandé aucune autorisation pour filmer dans Philadelphie. Et ça aussi, ça a donné lieu à des scènes qui sont aujourd'hui cultes et reprises et qui ont été reprises après par la suite. Je parle les scènes où ils s'entraînent, où ils courent dans la ville, tout ça. À la base, c'est pas prévu du tout. Il y a aucune autorisation pour ça. Et ils arrivent à se démerder avec les contraintes qui sont les leurs et à faire quelque chose qui est, au final, t'as pas l'impression. Mais ce qui est cool, c'est que de toute façon, si les flics arrivaient, il avait rien d'autre à faire que de continuer à courir. Donc ça faisait la scène quand même. C'est quand il accélère devant le bateau, en fait. Hein. C'est parce qu'il y avait les flics là. Oh, putain. Non, c'est pas ça. Hein. Si jamais, ça, c'est pas une anecdote à retenir. C'est le réalisateur qui l'a fait. Ce serait bien que tu sprintes là tout le long. T'es sérieux là? Je suis mort, je viens de courir de. Ah, vas-y, fais-le. Bon, il l'a fait. Surtout que c'est plus facile de filmer quelqu'un quand t'as une steadicam, quoi.
En train de cavaler. Tout à fait. D'ailleurs, je crois, enfin, je sais pas si c'est une des premières utilisations. C'est ça. Oui. C'est une des premières. J'ai peur de dire que c'est la première parce que je crois qu'il y a eu 1 ou 2 films avant, mais on est vraiment dans les débuts de la Steadicam en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, justement, le coup de Rocky qui monte les fameuses marches, c'est quoi? C'est le musée de Philadelphie, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Le musée d'art, ouais. Ben, en fait, l'inventeur de la Steadicam avait déjà filmé cette scène avant pour montrer l'utilisation de la Steadicam. Et en fait, c'est quand ils ont vu que le mec avait filmé cette scène qu'ils se sont dit, ce serait bien qu'on fasse la même. Bah ouais. Donc en fait, cette scène est un remake. Oh! Tu me dis que dans les années 70, il y avait déjà des remakes. Oh, incroyable. Non, c'est pas possible. Truc de ouf. Hein. Tu te rends compte? Là, en fait, plutôt que de vendre le film, on est en train de le descendre. Le combat, c'est le même, la vie, c'est le même, cette scène, elle est reprise là. On est en train de défoncer le film. Hein. Quand tu le sais pas, tu vois que du feu. C'est pas comme un 4 fantastique où tu te retrouves avec la meuf qui a un raccord cheveux qui va plus du tout à cause des reshoots ou quoi. Là, tu n'y vois que du feu. T'as l'impression que tout était prévu dans Rocky quand tu regardes bien le fil conducteur. Quoi. On la voit pas en moustache. Ah non, ne parlez pas de ça. Ça n'existe plus, la moustache n'existe plus. Développe là, ça veut dire quoi ça? Le Snyder Cut est enfin là, il n'y a plus de moustache. D'accord, tu parles de ça, ok. Non mais d'ici là, la scène où il monte les escaliers, ça c'était prévu, hein, parce que la première scène où il arrive, il est mort, et ensuite celle où il arrive, il lève les bras en mode c'est bon, cette fois je suis prêt. Et d'ailleurs, dans la manière dont elles sont filmées, et dont elles sont mises en scène avec la musique et tout, c'est totalement différent, quoi. La première, elle a 0 impulsion, t'as pas de musique, c'est froid, c'est glacial. T'as l'impression que le mec, il va pas arriver au bout, quoi. Voilà. Il va claquer. Exactement. Alors que la deuxième, la manière de filmer, donc la Steadicam, donne vraiment de l'impulsion parce qu'elle arrive à suivre le personnage. En plus de ça, t'as la musique derrière. Et donc, il y a une pensée au niveau de la mise en scène qui est super intéressante parce que quand tu mets les deux en comparaison, c'est flagrant, quoi. Mais d'ailleurs, on va pas se mentir, hein, le début de l'entraînement, ça te montre la difficulté du truc. Il se lève le matin, tête dans le cul, qui se fait ses œufs là. Le cholestérol, il doit être super content. Ça se fait encore ça de se bouffer 4 œufs le matin? Je pense pas. Non, interdit. J'allais dire, je suis pas certain, mais bon. De plus en plus de sportifs de haut niveau maintenant, tout ce qui est protéines et tout, ils partent sur de la protéine végétale. Vegan. En fait. Vegan, ouais. Maintenant, ils ont une alimentation totalement végane en fait. J'avais vu ça dans The Game Change ou un truc comme ça. Game Changer. Enfin, c'était un peu orienté leur truc. Oui, clairement. C'était pour dire vegan c'est mieux. Et il y a quand même pas mal. Même Schwarzy disait que au fur et à mesure du temps, il a commencé à bouffer moins de viande, alors qu'avant c'était viande. Et puis il s'est rendu compte que c'était pas un régime alimentaire excellent pour ses entraînements. Et donc ça a changé. Quoi. La protéine qui est vendue dans les salles de sport, tout ça, c'est de la protéine de lait, hein, à 95%. C'est de la whey. Alors après, il y a plusieurs types, mais c'est ce qu'on appelle le petit lait. Le petit lait, c'est l'eau blanche qu'il y a au-dessus des yaourts là. Tu sais, quand on ouvre les yaourts, il y a de l'eau. Oui. Là, toute la protéine, elle est là, en fait. Il y a plein de gens qui le jettent, en fait, c'est là-dedans qu'il y a toute la protéine. Donc, faut pas le jeter, en fait, ça. Limite, faudrait consommer que ça. Faudrait boire que ça, c'est ça. Tu prends, tu t'injectes. Et je sais pas s'il faut le faire, hein, éviter quand même. Mais pour revenir vite fait sur cet entraînement, j'ai dit, tête dans le cul le matin, il se bouffe ses œufs. Même, je pense, à l'époque du film, les gens se disaient, ça a l'air bon, tout ça. Et ensuite, tu vois qu'il commence à courir et tu vois, voilà, ce côté super tôt le matin, super froid, la nuit, tu vois. C'est pas montré comme un truc en mode, wow, glorieux. Au contraire, c'est une épreuve. C'est dans la continuité du film. Il faut y aller, tu vois. C'est dur. Oui. C'est dur. Bon, allez. C'est rugueux. J'avais prévu d'en parler après, mais vu qu'on parle déjà de tout ça, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur l'entraînement? Alors, est-ce que Rocky s'entraîne bien? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il a de quoi combattre Mohamed Ali après s'être entraîné comme on le voit dans le film? Bien sûr, c'est un très très bon. Après, c'est pas lui qui gagne, hein. Il a de quoi se battre après. Non, tu m'as dit qu'il se batte. Est-ce qu'il a de quoi gagner? Non. Parce qu'à ce moment-là, moi aussi, je peux y aller, hein. Mais je m'entraîne pas. Ouais, non. En fait, l'entraînement qu'il fait, il est basé sur la résistance physique et la force.
Rien d'autre. Il est absolument pas. On le voit faire un peu de pâte d'ours, un peu de poire, et puis un peu. Ouais, mais non, mais ça, c'est un peu pour la rapidité. Donc là, Ouais. c'est la poire, c'est pour la rapidité. Ouais, speedball, on l'appelle aussi. Ouais, c'est ça. Après, les pâtes d'ours, normalement, c'est ce qui nous fait travailler la technique, mais ça, aussi, on en fait c'est pour travailler les enchaînements. Mais là, les enchaînements, visiblement, entre le moment où il fait l'entraînement et le moment où il arrive sur le ring, il s'en est plus rappelé. Il y a eu un truc entre les deux qui a... On appelle ça une ellipse. Ouais, c'est ça. Le fait que tu dises que c'est un entraînement qui travaille l'endurance et la force. Est-ce que finalement c'est pas cohérent aussi avec sa manière de boxer? C'est ce qu'il allait dire à la fin. Laisse-le finir. Ah pardon. Laisse-le finir un peu. Ah là, il a spoilé la fin là. Tout cassé. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est que on se croirait dans la Whedon Scott avec lui, purée. Allez, vas-y, continue. Si je peux filmer un boule par-ci par-là. Vas-y, Eddie, continue. Au niveau de son entraînement, ouais, donc il y a une particularité qu'on retrouve pas et qui est censée être la base de l'entraînement, c'est la confrontation. Alors, normalement, il y a des séances de sparring. C'est-à-dire qu'un boxeur, quand il s'entraîne pour un combat comme ça, il y a au moins 2 entraînements par jour. C'est-à-dire qu'il a un entraînement endurance technique le matin, où il va travailler la technique, et l'après-midi, ça va être technique et mise de gants avec un adversaire, donc où il va affronter un sparring partner. Et là, dans Rocky, on ne voit absolument pas ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il affronte quelqu'un. Il y a des scènes coupées où en fait c'est Mickey qui joue le sparring et je peux te dire qu'il prend cher. C'est vrai ça. Il y a vraiment des scènes coupées. Des scènes coupées avec Mickey. Pas très crédible. Après, je trouve ça cohérent. Enfin, c'est clair que d'un point de vue rationnel, c'est pas normal de pas avoir de sparring. Mais pour le film, je trouve que c'est intéressant parce que comme c'est un combat contre lui-même, je trouve que cette idée de jamais le mettre en opposition avec quelqu'un avant Apollo, ça me paraît logique en fait. Ouais, après, on voit la difficulté la première fois à finir la course, la deuxième où il y arrive et tout ça. C'est comme il le dit beaucoup plus tard dans Rocky Balboa, encaisser les coups de la vie, etc. Ouais. Mais là, en fait, il y a une scène dans le film qui résume un petit peu son entraînement et son état d'esprit. C'est quand il est avec Adrian, il rentre le soir, justement quand il vient de voir que son short rouge, qu'il se rend compte de la démesure du truc, là où il va combattre par rapport au premier combat, que ça se passait dans une église ou un truc comme ça. Là, il voit le Spectrum de Philadelphie, il voit tout ça. Quand il rentre chez lui, il s'assoit sur le bord du lit et il dit à Adrian, j'arriverai pas à le battre. Je pourrais pas, c'est pas possible, je pourrais pas le battre. Par contre, il dit, la seule chose que je peux faire, c'est tenir la distance. Il n'y a jamais personne qui a résisté devant Mohamed Ali. Il a mis tous ses adversaires KO. Si moi, j'arrive à tenir les 15 contre Mohamed Ali, contre Apollo Creed, il dit si j'arrive... Non, parce qu'en fait, c'était une phrase de Chuck Wepner aussi. Donc, c'est ce qu'il avait dit à sa femme. Et donc, il dit si j'arrive à tenir les 15 rounds, j'aurais gagné. Voilà. Et à la fin du combat, il le dit aussi. Voilà, pour moi, l'essentiel, j'ai tenu les 15 rounds. C'est tout ce qu'il voulait. Il voulait pas le battre. Il voulait pas battre Apollo Creed. Il voulait tenir. Et donc, c'est cohérent avec l'entraînement qu'il a fait. Lui, c'est un entraînement où il résiste, où ça devient quelqu'un de dur, quelqu'un de dur au mal, quelqu'un d'endurant, quelqu'un de résistant. C'est pour ça qu'il fait de la course à pied, il s'entraîne le cardio. C'est pour ça qu'il fait tous les entraînements qu'il fait, qui sont montrés. C'est des entraînements pour être résistant. Tout à fait. Et alors, je propose qu'on regarde un petit peu les personnages du film. Bon, Rocky, je pense qu'en lui-même, on n'a pas vraiment besoin de rentrer dans le truc, mais on va quand même dire, est-ce que vous trouvez qu'il est bien interprété par Stallone? Dites-moi. C'est Stallone. En fait, la question, voilà, est-ce que Rocky aurait pu être interprété par un autre? Oui, bon, on l'a vu, mais est-ce que le Rocky qu'on a actuellement, voilà, c'est autre chose? Moi, je vois. En fait, évidemment, c'est compliqué de se projeter avec un autre acteur, mais le truc, c'est que avec Stallone, comme ça vient de ses tripes, vraiment, tu vois, il sait comment l'interpréter. Il sait quoi en faire de ce personnage et le regard qu'on peut lui porter, en fait. Et je pense qu'il l'a juste rendu un peu plus misérable que lui-même, en fait. Il lui a rajouté un petit accent, il l'a rendu un peu plus un peu plus mal éduqué, voilà, qui pige pas tout de suite.
Mais je pense qu'en soi, c'est lui un peu magnifié dans le genre anti-héros, mais très sympathique, parce que je pense que Stallone peut avoir son petit caractère quand même, tu vois. Quand le mec il arrive à s'embrouiller avec tout Hollywood et qu'il n'arrive pas à tourner avec les plus grands, c'est bien qu'à chaque fois il veut mettre son grain de sel et que ça part en couille parce que monsieur il veut tout contrôler, tu vois. Et donc je pense que si on avait eu quelqu'un d'autre, ça l'aurait pas fait pareil du tout, évidemment. On parlait de Robert Redford. Robert Redford, je pense qu'il l'aurait joué un peu plus beau gosse, tu vois. Les scènes avec Adrian plus lover. Chez lui, voilà, il l'aurait joué vraiment avec des regards et tout. Je pense qu'il y aurait eu moins ce côté chien battu qu'on peut retrouver chez Stallone, en fait. Et puis même Sylvester Stallone, il a une gueule, c'est-à-dire que il n'a pas une gueule de beau gosse, comme tu dis, à la Robert Redford ou même à Burt Reynolds. Tu disais qu'il y avait Burt Reynolds aussi, que Burt Reynolds à l'époque c'était un peu le mec à la mode, qui faisait les films où il faisait la castagne aussi. Et le voir dans Rocky, je crois pas que ça aurait fonctionné au point. Là, lui, c'est vraiment le gars. Il a vraiment la gueule de l'emploi en fait. Même physiquement. Hein. Et vous trouvez que son personnage, c'est un gars sympa, il travaille quand même pour un mafieux du coin. C'est un gars bien. Ouais, mais justement, il lui pète pas le pouce. Voilà, exactement. Et puis son patron aussi, il est super sympa. Hein. Bon, il l'engueule vite fait, puis après, vas-y, je te donne du fric tout le temps. Tu fais bon, ça a l'air sympa la mafia dans ce bled quand même. Non, mais encore une fois, je pense que c'est des petits bras. Encore une fois, tu vois, c'est pas des gros. En fait, c'est tous des petites gens, tu vois. C'est tous à leur niveau. Même le mafieux, c'est juste un petit branleur. Voilà, c'est un petit mafieux dans son coin. Mais dès que tu vas en avoir un peu plus gros qui va débarquer, t'inquiète qu'il va aller se cacher, tu vois. Quand Don Corleone arrive en Philadelphie. C'est ça. T'as un crossover par un Rocky. Mais du coup, Stallone avait joué vite fait dans un film qui s'appelait Al Capone. C'est vrai. Voilà, et aussi dans Death Rise 2000, je suis désolé, mais son look dans Death Rise 2000, c'est carrément une sorte de mafieux des années 30 avec le flingue et tout, tu vois. Enfin, bref. Il a aussi joué dans Mafia Love. Non. Arrête. Comment il s'appelle l'autre film ? L'affaire est dans le sac aussi. L'embrouille dans le sac. Grosse embrouille ce film d'ailleurs. Oscar, putain. Stallone versus De Funès. Arrêtez de parler de sa petite traversée du désert. Merci. Non, mais quand même, Stallone versus De Funès, quoi. Ça, c'est du combat, quoi. Mais en soi, c'est pas un mauvais gars. C'est juste qu'il essaye de s'en sortir comme il peut. Et il fait comme il peut, et du coup tu vois bien que c'est à contre-cœur qu'il va avoir le mec pour lui réclamer la thune. D'ailleurs là j'adore, je mettrai un pansement, un petit pansement, ça se verra pas. Je fais putain, mais ferme ta gueule toi. Moi j'aurais déjà pété le pouce. juste pour cette phrase. Juste pour ça. Mais non, du coup et je pense que ce petit truc, c'est vraiment genre il a rien d'autre, parce que la boxe rapporte pas assez, parce que le mec est pas très intelligent, et donc du coup il fait comme il peut, et en plus de ça, même quand on lui demande d'être violent, finalement il l'est pas, parce que c'est un mec sympa, tu vois. Donc non, je le vois pas comme un méchant. Il est juste victime en fait de l'époque dans laquelle il vit, tout simplement. C'est exactement ça. Il fait qu'est-ce qu'il peut. Voilà. C'est tous les politiques là qui sont. Mais donc, ça veut dire que s'il avait vécu en 39 dans une région de l'Europe, il n'aurait pas été méchant non plus. Il aurait juste été victime des politiques et de son environnement. Tu vas loin quand même. Oui. On n'est pas loin du point de d'habitude, c'est moi qui lance ce genre de conneries, mais là, je vois que monsieur il est déjà déterminé. Bravo. La question mérite de se poser si on voit ça comme ça, tu vois. Mais bon, on va pas y répondre. Il y a beaucoup de personnes à l'époque qui étaient victimes du système dans lequel ils étaient tombés, et ils n'avaient pas le choix. Faut le rappeler aussi. Mais je veux dire, vu qu'on pose cette question, ça mérite de se poser ce genre de questions. Après, on laisse les spectateurs avoir leur réponse à ce sujet. Jean-Jacques Goldman s'était déjà posé la question. Merci à Jean-Jacques. Bravo Jean-Jacques, notre héros français. C'est lui le meilleur.
Putain, Stallone, il se fait remettre en place par tous les Français, De Funès, Goldman, bam, 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 il se fait remettre en place, laisse tomber. Apollo Creed à côté, c'est de la merde. Alors, le personnage donc interprété par Talia Shire, celui de Adrienne, qu'est-ce que vous en pensez? La boussole du film et la boussole de Rocky. Voilà, mais c'est parce que je veux pas qu'on parle de la suite, mais en fait, ce film, c'est pas un film de boxe. C'est un film d'amour, putain. Et Totalement. Et du coup, Adrian, en plus, le changement, bah c'est comme en fait Ugly Betty, Stan Lisa et tout, ils ont rien inventé, hein. C'est Adrian qui a tout inventé. Parce que tu dis, putain, la meuf, elle est dans son coin, elle est recroquevillée et tout, elle ressemble à rien. Puis en fait, tu dis, waouh, en fait, c'est un canon. Donc rien que ça, c'est intéressant. Parce que en termes de mise en scène et tout, ça montre encore une fois que Rocky, il sait où trouver la beauté là où les gens ne la trouvent pas, en fait. Tu vois. Et là encore, ça, elle ne fait que rendre meilleur Rocky auprès du spectateur, mais aussi dans sa vie de tous les jours d'un point de vue diégétique, quoi. J'ai toujours adoré Adriane, et même quand elle n'est pas là, et là je parle pour la suite, elle est méga importante, tu vois. Enfin, c'est fou comment un personnage secondaire peut avoir autant d'importance, en fait. Limite, elle est indissociable, en fait, du personnage principal, quoi. Alors que, au niveau de l'écriture, c'est pas non plus comme si on en faisait des caisses sur elle. Alors, dans le premier, si, mais par la suite, un peu moins. Mais ouais, moi j'adore. J'ai envie de dire que Rocky et Adrian ne font qu'un. Ouais, c'est ça, moi j'allais dire, quand il a trouvé Adrian, il a vraiment trouvé sa moitié. C'est certainement la moitié de cerveau qu'il a dû perdre quand il était gamin. C'est sympa, ça. Merci. Mais j'ai une question. Enfin, moi, je vais d'abord donner un avis. Je trouve que Talia Shire, elle l'interprète superbement bien, honnêtement. Ouais. Je trouve que d'un point de vue interprétation pure, c'est peut-être ce qui ressort le plus. Je ne sais pas si on peut dire la meilleure, mais celle qui ressort le plus, je trouve. Par contre, vous ne trouvez pas que c'est un peu facile, le stéréotype grosses lunettes, bonnet, puis après on se libère et hop, on change tout? Parce que généralement, les gens, ils ne portent pas juste des lunettes parce qu'ils manquent de confiance. Alors, parce que c'est des bigleux. Mais je connais. Alors, évidemment, maintenant, on est lentilles de contact. Mais j'ai connu des meufs. j'ai connu des meufs qui utilisaient les lunettes pour se cacher derrière, tu vois. J'ai connu un super-héros qui utilisait des lunettes pour se cacher derrière. Mais non, moi, ça me paraît pas déconnant parce que il y a plein de filles qui ont du charme ou qui parfois sont très jolies et qui pourtant ont tellement peu confiance en elles qu'elles se cachent derrière des vêtements amples, derrière plein de fringues comme ça qui vont les dévaloriser, mais qui en fait vont les rendre invisibles. Je peux me permettre une petite objection? Tu dis plein de filles, je dirais plein de personnes tout court parce qu'il y a aussi. Oui, plein de personnes, oui, mais c'est parce que là on parle oui, de Adrian. On est sur Internet, mec. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut se méfier. J'avais oublié que la culture woke était peut-être parmi nous. Donc voilà, c'est juste une. Mais non, oui, il y a des mecs qui font pareil aussi. Hein. Ça, c'est pas un problème. Hein. Je suis d'accord. Donc, d'après toi, elle fout des lunettes qui servent à rien. Elle n'est pas myope. Non, mais ou hypermétrope ou ce que tu veux. Alors, je sais pas, je suis pas expert dans les années 70. Est-ce que les lentilles de contact existaient dans les années 70? Je ne sais pas. Mais après, je pense que les lunettes, c'est un détail finalement. Parce que ça se trouve, c'est juste des lunettes pour lire. Et elle a pris l'habitude de les porter tout le temps, tu vois. Ça peut être ça. Hein. Et d'un autre côté, au niveau de l'acting, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on voit l'évolution du personnage, tu vois, qui peu à peu commence un peu à se débloquer. Mais c'est pas genre clac, allez, c'est bon, elle a fait un bisou à Rocky, c'est débloqué. Non, c'est progressif, jusqu'à un moment où tu dis ah ouais, là elle est libérée, là à la fin, madame, à la fin. Tu vois, c'est tout en subtilité et c'est pas bourrin, quoi. Je trouve que c'est super bien écrit. Et puis, d'ailleurs, que ça... Oui, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, d'ailleurs, le moment dont parle Morgane, c'est qu'au départ, elle essaye de se cacher, elle met les trucs, c'est neutre au possible, c'est des couleurs grises, c'est caché, c'est bonnet, faut pas qu'on la voie. Et à un moment, tu vois Rocky qui revient de l'entraînement, et elle est sur le perron, elle l'attend avec un blouson rouge. Un blouson long rouge. Avec plus de lunettes, belle coupe de cheveux. Et même Rocky, quand il la voit, il dit « Ah, qu'est-ce que t'es belle !»
Et tout le monde dit pas la même chose que Rocky. C'est-à-dire que même lui, il l'avait pas vu qu'elle était aussi belle que ça. C'est-à-dire que lui, il avait vu sa beauté intérieure. Ce qui lui plaisait, c'était qui elle était. Et là, il la voit encore plus. Elle est magnifique. Oui, tout à fait. Alors après, truc classique, bon, je dis classique parce qu'on te le vend dans ce film parfois comme étant un truc génial, mais il y en a d'autres qui le font. Talia Shire avait inventé toute une biographie à son personnage. Paraît-il qu'elle avait noté beaucoup d'anecdotes à l'école et tout ça. Il paraît qu'elle a dit qu'elle pourrait écrire un livre, une préquelle, je suis pas sûr que... Voilà. Mais là, c'est vendu comme étant... Donne pas d'idée à Amazon maintenant qu'ils ont racheté MGM, toi. Parce qu'il va déjà y avoir une série sur Rocky, il serait pas capable de nous faire un préquel sur Adrian. Bah, s'il est bien, pourquoi pas? S'il est bien, comme d'hab, s'il est bien. Ouais, mais t'as tout dit. S'il est bien. Voilà. Ouais, je me méfie. Bref, un truc comme ça. Mais ce qui est aussi intéressant avec le personnage de Talia Shire, donc d'Adrian, c'est aussi son point de départ qui est vachement bas, entre autres à cause de son frère Paulie. On va parler de son frère Paulie. Mal poli. Beaucoup de choses. Mais pas que mal poli. mais tu vois, si Rocky, on lui donne un côté un peu bad boy, légèrement, tu vois, ce que je disais avant, tu vois, mais qu'il était attachant, bah lui, purée. Voilà, le gros enculé de service, c'est lui. Hein, ça, mais Paulie, tu vois, ça fait encore partie de ces personnages où ça doit être un con fini, mais comme pas possible, t'arrives quand même à le trouver attachant sur certains moments, tu vois. Attends, il sera peut-être confiné dans quelques temps. Hein. T'as dit que c'était un confiné. On va peut-être y retourner. Hein. Ouais, vas-y. Je pense qu'en fait, c'est juste qu'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments et que tu sens qu'il y a un truc qui a bugué dans leur jeunesse avec Adrian. Parce que tu sens qu'il a dû, je sais pas, une perte des parents, un truc comme ça. Enfin, tu sens que c'est une perte. Lui, c'est ce qu'il dit. Il dit je t'ai pas élevé comme ça. Donc tu sens qu'ils ont. Tu vois. Il a très probablement dû s'occuper jeune de sa sœur. Et du coup, tu sens qu'il veut bien faire pour sa sœur, mais en même temps, tu sens qu'il est exaspéré. Et comme en plus, il est pas délicat et qu'il est complètement bourrin, ben c'est. Pas délicat. Bourrin et bourré. Ouais, bourrin et bourré en plus, c'est vrai. Bourrin, bourré et bourru. Mais du coup, tu peux pas non plus que dire. On peut pas uniquement lui faire des reproches, tu vois. Il y a toujours un petit truc derrière où tu te dis ah ouais, mais Paulie quand même, tu vois, tu sens qu'il a dû douiller dans sa vie et qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais qu'au bout d'un moment, il en pouvait plus, tu vois. Mais ce que je trouve intéressant, enfin, et justement, qui mérite réflexion, c'est que Rocky soit très pote avec ce mec, alors que le mec, lui, la beauté intérieure, elle est intérieure. Hein. Et là encore, tu vois, je pense que Rocky, il a compris pas mal de choses sur Paulie que nous, on n'a pas encore compris. Et qu'on comprend peut-être un peu mieux par la suite, quand le personnage est un peu mieux développé au fil des épisodes, surtout dans Rocky Balboa, je trouve. Même s'il est pas très présent, je trouve qu'il y a un développement qui est assez pertinent. Mais là encore, c'est toujours pareil. C'est Rocky qui voit du bon partout, qui arrive à faire ressortir le bon, parce que à partir du moment où il commence à donner des responsabilités à Paulie, ben, même s'il y a ce côté avare, genre j'ai un truc pour faire de la publicité pour gagner max de thunes, tu sens que c'est fait de manière pour qu'il se fasse lui de la thune. Tu sens qu'il y a un petit côté égoïste. Mais d'un autre côté, ben, Rocky lui fait confiance, lui laisse prendre des initiatives, et donc lui il se bouge le cul pour réussir ça. Donc encore une fois, Rocky, il arrive à relever le niveau d'un personnage qui était complètement à l'ouest, en fait. Et on va profiter pour passer sur un autre personnage aussi hyper positif dans la saga, Mickey. Parce que Mickey aussi, hein, en fait, dans le film, ils sont tous un peu... Mais Mickey, parce que je l'avais pas... Le premier opus, c'est pas celui que j'ai le plus vu. Mais alors, j'avais oublié à quel point Mickey, c'était quand même un opportuniste incroyable, en fait. Tu vois. C'est dans le premier opus, en tout cas, tu vois. Mais je me suis dit la même chose tout à l'heure en le regardant. Ah ouais, non, mais c'est quand même genre ouais, tu sais quoi, moi je connais tout, moi je vais t'entraîner et tout. Alors qu'il y a encore une semaine, il lui avait piqué son casier, il disait que c'était un bon à rien, tu vois. Je fais gros, calme-toi, quoi, redescends. Et du coup, bah là encore, Rocky accepte finalement qu'il l'entraîne, et donc d'un coup, Mickey commence lui aussi à redécouvrir ce que c'est le plaisir d'entraîner. J'allais faire une blague de merde. Rocky accepte qu'il l'entraîne et du coup, ça redevient Disneyland. Oh putain.
Mais tu sais que la scène où le personnage de Mickey vient voir Rocky, elle est en grande partie improvisée. Hein. Il commence à parler et tout. Ah ouais? Et il paraît qu'elle est en grande partie improvisée. Et c'est pour ça que Stallone, il sait plus ce qu'il doit faire. Et il va, et puis il balance des fléchettes, et puis il rentre dans les toilettes, c'est pas des toilettes. Paraît-il que c'est improvisé, c'est pour ça qu'il est obligé de tourner en rond et qu'il sait pas trop quoi faire. Mais d'ici là, c'est vachement bien fait parce que tu as le personnage de Mickey qui part, il dit ah zut, mon chapeau. Il revient, et quand il revient, donc Rocky est sorti parce qu'il a cru qu'il sortait, et puis il le revoit, et puis il se renferme dedans. Enfin bref. Et il paraît qu'elle est improvisée cette scène, et c'est assez rigolo. Mais si elle est improvisée, elle est quand même plutôt maîtrisée au niveau des coups de caméra et tout ça. T'as pas trop l'impression que Stallone, il est pas, même si paraît-il il était perdu, il arrive quand même à bien improviser, puis l'autre il parle. Allez, on va demander. Ah, oui. Non, je vais dire, c'est surtout la suite de cette scène qui est importante. Alors vas-y, balance. Où Rocky fait tout un. Quand il lui dit, tu m'as traité comme une merde jusqu'à maintenant, et puis là, d'un seul coup, tu viens, tu te réveilles. Quoique il est un peu lent, mais il n'est pas con non plus, il voit clair. C'est-à-dire que, comme dit Morgan, même s'il arrive à tirer le meilleur des gens, il n'est pas totalement naïf. C'est-à-dire qu'il sait très bien pourquoi Mickey est venu le voir. Et malgré tout, il va quand même le rechercher après dans la rue. Parce qu'il se dit, en fin de compte, il a raison. J'ai quand même besoin de quelqu'un. Et c'est la personne qui est à même de m'aider. En fait, tu es en train de dire que c'est comme les Marvel et toutes les productions Disney, Mickey, c'est-à-dire tout le monde crache dessus, tout le monde dit que c'est de la merde et tout le monde va les chercher après. mais en fait, je pense que Rocky, sa naïveté, elle réside dans le fait qu'il pense que tout le monde peut avoir du bon. Et je pense que c'est comme ça qu'il se fait avoir, tu vois. C'est qu'à chaque fois, il espère que les gens, ils aient du bon, tu vois. Et donc, ça lui joue des tours, tu vois. Bon, le dernier, je pense qu'on n'aura pas grand-chose à dire. Carl Weathers dans le rôle d'Apollo Creed. Ah, au contraire, moi, je trouve qu'il est très intéressant, Apollo, parce que oui. On est en 76. Il y a eu des galères autour des manifestations raciales et tout. La ségrégation, c'est pas encore vraiment terminé, hein, clairement. De toute façon, c'est toujours pas terminé aujourd'hui, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. Ouais, on attend toujours. Et en fait, Apollo, et c'est pour ça que ça me fait toujours rire, parce que t'en as toujours qui disent que oui, Rocky se bat contre des Noirs à chaque fois, machin, c'est raciste. Mais putain, c'est lequel qui ressasse le plus souvent l'histoire de l'Amérique dans ce film, si ce n'est Apollo, qui constamment rappelle ce qu'est Philadelphie, que l'indépendance, ça a été signé à Philadelphie, qui constamment rappelle les lois, ce qu'est l'Amérique, le rêve américain. C'est lui à chaque fois qui vient ramener ça, tu vois. Le combat, il l'organise le soir du bicentenaire de la signature de l'indépendance. Exactement. C'est et il rentre déguisé en George Washington. Ça lui a joué des tours à un moment, ça. Pour la petite histoire, oui, c'est Mohamed Ali qui avait critiqué le film, justement. Peut-être parce qu'il se sentait concerné, je sais pas. Il disait que, justement, tiens, comme par hasard, Rocky, peut-être qu'il parlait de la saga plus globalement, ou des deux premiers au plus, mais il disait que, tiens, comme par hasard, Rocky, c'est la victoire du boxeur blanc contre le boxeur noir, hein, à ce niveau-là. Ouais, mais c'est ça qui est... Ça qui est compliqué, c'est que à chaque fois que Stallone écrit quelque chose, j'ai l'impression que les gens ils font des raccourcis mais incroyables, qui voient des trucs, alors qu'en fait si tu t'y intéresses un peu plus et que tu restes pas dans ton biais de conformité, de confirmation, pardon, bah tu te rends compte que d'un coup bah peut-être pas, tu vois, c'est comme Rocky IV quand on te dit c'est un film réganien, c'est un film réganien. Putain, quand tu t'y intéresses un petit peu plus, tu te rends compte que quand même, il y a de la critique de Reagan là-dedans, tu vois. Et ben, Rocky, le premier Rocky, c'est pareil, tu vois. Pour ceux qui disent pour le 4, on vous en parlera prochainement. Oui. Je tease. Et en plus, il y aura le Director's Cut en septembre, alors, fin septembre-octobre. Novembre. Oh, décembre. Allez, soyons fous. Hein. Non, pas des... Ça me semble que c'est prévu pour le 4 novembre, la dernière fois que j'ai regardé. Donc moi, je trouve qu'il est super intéressant, Apollo. Et en plus, là où c'est pour ça que je comprends pas, parce que s'il y en a bien un qui a réussi sa carrière, sa vie, ses finances et tout, c'est Apollo. Donc pourquoi tout de suite aller dire que c'est le gentil blanc qui gagne contre le méchant noir? D'autant plus qu'il gagne pas. C'est ce que j'allais dire. Il gagne pas. Je pense que c'est des raccourcis faciles toujours pour chercher la petite bête, alors que
dans certains autres films, je pense qu'on pourrait le chercher plus facilement, tu vois. Ouais, bon, après, Carl Weathers, niveau interprétation, il se débrouille correctement. Il cabotine, mais ça correspond au personnage, tu vois. Il est un peu genre, moi, je fais le show. Bah oui, un petit peu. Alors, disons qu'il reprend bien le style de Mohamed Ali. Hein. C'est le but. Mohamed Ali, c'est un des premiers boxeurs à faire autant de communication, hein, quand même. C'était le premier boxeur à faire du trash talking en conférence de presse. Oui. À ce niveau-là. Oui. Je me souviens, j'avais vu un reportage il y a très longtemps, un truc comme ça, je sais plus où j'ai vu ça. Il disait Mohamed Ali, il trash talkait tout le monde. Le seul truc, c'est qu'après, sur le ring, il faisait ce qu'il disait. Quoi. La différence est là. Le mec, il disait, je vais te péter la gueule dans le premier round. Poum. Bon, ok. Alors, on va garder le combat pour la fin, on en parle après, mais est-ce qu'il y a d'autres scènes du film qui sont marquantes pour vous? Il y a des scènes que vous voulez faire ressortir? Ouais, je pense qu'on a parlé un peu de toutes les scènes principales de ce... Il y en a une dont je veux parler. Moi, il y en a une que j'aime bien, si je peux aussi. Non. La scène où ils appellent Rocky, il y a quelqu'un qui est venu, il t'a laissé un mot, il faut que tu rappelles, c'est Apollo Creed qui cherche à te contacter. Ah, il dit, ouais, certainement que c'est pour faire du sparring. Donc là, il savait ce que c'était le sparring, parce que... il n'en a pas fait, il savait ce que c'était. Rocky, il pense qu'Apollo Creed, il veut le choisir pour faire sparring partner. Il va dans le bureau et quand il arrive là-bas, donc il y a le promoteur du combat qui est là. Il dit voilà, donc Apollo Creed, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de tout ça. Il part avec. Il lui dit ouais, je sais, ouais, il veut, c'est pour le sparring. Moi, je suis ok. Non, il dit vous avez pas compris. Il dit on vous appelle pour le combat. Et t'as Rocky, il comprend pas, il dit comment ça? Et là, il lui dit quelque chose d'intéressant. Il dit est-ce que vous pensez que l'Amérique offre des opportunités? Et Apollo Creed aussi le croit, et c'est pour ça qu'il vous donner une chance d'aller jusqu'au titre. Je trouve que cette scène-là, je la trouve magnifique parce que tu sens Stallone, il est tout petit, tu vois, tu le vois. Je trouve qu'il joue vachement bien cette scène-là. Tu sais, mais non, mais pas moi. Gars timide. Et même dans sa posture, quand tu le vois dans le siège, il est très sur la défensive. Ouais, c'est ça. Il n'est pas à sa place du tout, qu'il est en mode. Exactement. J'ai rien à faire là, moi. Je suis de la chair à canon. Je suis là pour servir de punching ball, mais pas pour le plus grand titre qui soit. C'est pas possible. Cette scène-là, j'adore. Je l'adore. Et elle est charnière aussi, pour ce dont je vais vous parler tout à l'heure. D'accord. Moi, je vais juste parler de la scène où Rocky, la scène, il s'amuse à, vous savez, boxer des vaches. Hein, je me suis dit que cette scène a dû cartonner en Inde. Il paraît que c'est inspiré de Joe Frazier, le boxeur, qui lui-même travaillait dans ce genre de bâtiment, on va dire, et qui, justement, de temps en temps, se tapait le délire de boxer ses vaches. Voilà, c'est pour l'anecdote. L214. Voilà. Vaut mieux qu'il le fasse quand elles sont mortes que quand elles sont vivantes, tu me diras. C'est peut-être, c'est du necroboxing. Ouais. Et pour la petite histoire, bon, ça, après, pour moi, c'est plus de l'ordre du mythe. Hein, Stallone dit qu'il tapait vraiment dedans et que du coup, il s'est fait mal et maintenant, il a des petits soucis au doigt. Il dit qu'il a la main plate, vous savez, comme quand on tape beaucoup sur du renforcement, comme ils font à Okinawa et tout ça, puis il dit qu'il a plus les kento ici, là, qui maintenant ils sont plats, blablabla. Vrai ou pas, je sais pas, lui dit qu'il s'est vraiment fait mal en tapant la vache. Voilà. Moral de l'histoire, la vache a gagné. Il a des bandages quand même, quand il tape dedans. Oui, mais d'après ce qu'il a dit, il s'est fait mal en tapant dedans. Voilà. C'est pour la petite anecdote. Voilà. La vache a gagné, c'est ce qu'il faut retenir. Vive les véganes. On l'a dit tout à l'heure. Pas la vache. Tac. Donc, on a dit qu'on laissait le combat pour après. Donc, du coup, je propose... Vas-y, Morgane. Non, on va d'abord parler de la musique et après, on parlera de la partie. Enculé, les faux départs qui viennent me faire faire. La vache gagne toujours à la fin. Alors, vas-y, la musique Bill Conti. Allez, un avis sur la musique vite fait. Je pense que... Je dis vite fait parce que ça paraît évident. Quoi. Évidemment, il y a tous les morceaux cultes, il y a le leitmotiv, mais bizarrement... Quand je réécoute les compositions du premier opus, je me dis que c'est un peu mou, tu vois. Oui, non, mais parce que quand tu fais,
quand tu fais le comparatif avec Rocky Balboa ou avec, je prends pas Rocky 4. Non, mais Rocky 4, c'est pas Bill Conti, donc c'est compliqué de comparer. Rocky 5. Mais c'est quoi ce film? Mais tu prends Rocky 3 en l'occurrence. En fait, à chaque fois, le thème, je trouve qu'il est un peu plus dynamisé dans les opus suivants. Alors que là, tu sens que tu es encore dans les années 70, que c'est encore la ville délabrée et tout. Donc en fait, ça crée cette atmosphère de trucs un peu de ville à l'arrêt, de vie à l'arrêt d'ailleurs, que tu retrouves un peu moins par la suite. D'ailleurs, les versions qu'on écoute le plus, que ce soit Spotify, tout ça, enfin, même dans les publicités, c'est pas nécessairement celle du premier opus, hein. C'est celle du premier opus, mais qui ont été retravaillées dans les opus suivants, tu vois, qui ont été un peu plus dynamisées. Non, moi, celle que j'écoute, c'est celle du premier. Les versions que j'écoute, c'est vraiment celle du premier. Moi, je mets ça pour aller courir. Quand je vais courir, je me donne de l'énergie avec la musique de Rocky. Et quand c'est l'hiver et qu'il neige, il se met celle du 4. Toi, c'est logique. Et à la fin, il fait Dragon. Ouais, non. Mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. C'est un peu plus lent et un peu plus. J'ai l'impression que Bill Conti se cherche encore un petit peu sur le premier et que après, sur les épisodes suivants, comme il connaît déjà un peu là où il va, il a un peu plus de facilité à produire des trucs plus élaborés, je trouve, tu vois. Il est très jeune, hein, pour Rocky 1. C'est une de ses premières compositions, Bill Conti, et en plus de ça, il n'a pas eu un budget faramineux, parce que tout le film avait un budget extrêmement limité, et pour la musique, je crois que c'est $25,000 qu'ils lui ont donné pour réaliser la musique du film comme moyen, et il a fallu qu'il réalise ça en un temps record. Et en fait, il écrivait la partition, il faisait les répétitions, il dit bon, voilà, on enregistre une première fois, il a enregistré, c'est bon, on la garde, on n'aura pas mieux. Et en fait, ils ont vraiment travaillé sur ça. Ouais. Mais c'est en plus en train de donner raison à Morgan là. En train de donner raison à Morgan sur les versions des autres films où il a pu la retravailler. Mais il avait pas les images parce que alors si je dis pas de conneries, il me semble qu'il a dû composer alors qu'ils étaient en tournage en fait. Donc ouais, c'est juste basé sur l'histoire qu'on lui a racontée, mais il savait pas sur le script. Ouais. Et même pour le morceau Gonna Fly là, ils l'ont travaillé en même temps et ce morceau-là, il fallait qu'il reprolonge en fonction des images, parce qu'en fait, au départ, le training montage, il devait durer un certain temps et durer plus longtemps. Donc, du coup, il dit rajoute 30 secondes sur Going the Distance. Ça tombe bien vu le nom de la chanson. Non, mais c'est vrai qu'à la base, c'était un morceau qui devait durer 30 secondes. Tu sais, c'est le morceau qui fait. Ce morceau-là, normalement, ça devait durer 30 secondes où on voyait Rocky. Et à la réalisation, il dit attends, il dit en fait compte, on a rallongé un petit peu. On lui dit c'est pas grave, il dit je vais rajouter 30 secondes. Sauf qu'au lieu de mettre du violon alto, je vais mettre de la basse derrière qui va jouer en canon. Donc, ils ont fait ça. Et puis après, derrière, non, mais en fait, la scène a été tellement bien, on a rajouté 30 secondes. Et en fait, le morceau, il fait 2 minutes 30 à la fin. Et c'est le morceau qu'on entend pendant le dernier combat, l'avant-dernier round. Voilà. C'est le morceau qu'on entend à ce moment-là aussi. D'accord, intéressant tout ça. Truc intéressant à signaler, c'est qu'en fait, le générique au début du film, il n'a pas de musique. C'est directement le plan qui est. Oui. Non, mais je parle plan sur Jésus direct. Non, oui, mais je parle même quand il se balade dans la rue et tout, là où tu as le générique, tu vois, les surimpressions. T'as pas de musique pour donner cette ambiance vraiment nocturne, de ville froide, un peu comme ça. Et t'as juste les chanteurs de rue. D'ailleurs, je crois que c'est le frère de Stallone. Hein. C'est ça, Frank Stallone. C'est Frank Stallone, ouais. Donc, et c'est la seule musique que t'as dans le générique. Il n'y a pas de musique au générique. Non, c'est vrai. Tu crois pas que c'est particulier? Pas pour l'époque. C'est tellement ancré années 70 que tu peux pas. Il peut parler de l'époque, on le voit venir, c'est bon, allez, vas-y. Comme ça, on fait une super transition, t'as vu ça? Alors, moi, il faut que je parle d'un truc qui est très intéressant avec Rocky, c'est que c'est un film de 76 qui est à la fois ancré dans son époque des années 70, mais
qui a déjà un pas dans les années 80 avec l'arrivée de Reagan et tout. Alors, il faut peut-être recontextualiser pour les gens qui connaissent peut-être pas très bien l'histoire des États-Unis. Années 60-70, les États-Unis, c'est la merde. C'est la merde. Il y a la guerre du Vietnam, il y a eu le Watergate, il y a eu des manifestations des minorités noires. Il y a eu le choc pétrolier en 73, 71 ou 73, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, financièrement, économiquement, c'était aussi la merde. Et en plus, on avait Carter à la gouvernance, qui est un démocrate qui était plutôt... dont on s'est foutu de la gueule parce qu'une fois, il a eu peur d'un lapin pendant qu'il était en train de pêcher dans un lac, tu vois. Parce qu'il y avait un lapin qui nageait derrière lui. Voilà, c'est pour te dire le niveau de peur du gars, et donc ça s'est répercuté. Bref, c'est la merde totale aux États-Unis, que ce soit économiquement, politiquement, etc. Subit la défaite du Vietnam, etc. Et donc en 76, on a ce film, et il est totalement inscrit dans les années 70. Parce que on démarre avec déjà un truc brut, vraiment, c'est les bas-fonds de la boxe et tout. On découvre une ville crasse, délabrée, avec personne aux alentours. Normal, en plus, il fait nuit. Et justement, les personnes qui chantent, parce qu'il n'y a pas de musique extra-diégétique, mais les gens qui chantent, c'est un peu des squatteurs comme ça, qui ont leur bidon en feu, et typiquement le truc de squatter nocturne, limite clochard, tu vois, qui savent pas trop quoi foutre de leur journée. Et donc, ce film s'inscrit vraiment dans cette idée. En plus, on a un Rocky qui est totalement ancré là-dedans, avec un appartement délabré, il gagne pas sa vie, et il y a quand même un refus des traditions américaines. Je pense à Thanksgiving, quand lui, il dit que c'est un jeudi comme un autre. Il y a ce refus de l'Amérique, qui est typique du nouvel Hollywood des années 70, des réalisateurs qui ont renié comme ça toute une culture américaine pour la dynamiter. On va avoir des mecs comme Antonioni, Voyage au bout de l'enfer aussi de Cimino, Scorsese, il a débarqué aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une époque où Hollywood débarque et dit: nous, l'âge d'or, là, votre âge d'or fabuleux et tout, on n'en a plus rien à foutre, on casse tout. Et donc, c'est un peu comme ça que Rocky débarque. Il est ancré dans ce truc des années 70, mais pas seulement. Et c'est ça, c'est en ça, et je vais pas dire qu'il est visionnaire, mais il y a déjà cette idée il y a déjà cette idée de se dire qu'on se rapproche peu à peu vers une nouvelle ère, en fait, de l'histoire américaine. Et en fait, le moment charnière, c'est celui dont tu parlais tout à l'heure, Eddie, c'est quand tu as le promoteur qui dit: croyez-vous que l'Amérique donne sa chance, offre des opportunités. Parce que ça, alors qu'on est dans un film qui est pessimiste, qui arrête pas de renier un peu l'Amérique, d'un coup, il y a le rêve américain qui revient sur le devant de la scène. Le rêve américain est là et s'offre à Rocky. Et en fait, c'est une manière de dire que, certes, là, on est dans une époque de merde, mais n'oubliez pas que le rêve américain peut vous faire changer tout ça. Alors que, globalement, les années 70, les cinéastes ne disaient pas que le rêve américain pouvait changer quoi que ce soit. Au contraire, c'était plutôt, c'est l'Amérique qui va tuer le peuple. Et d'ailleurs, les mecs avaient tendance à se suicider à la fin des films. Et donc, là, on se retrouve avec déjà un début comme ça de renouvellement. Et je pense pas qu'il soit visionnaire, c'est juste parce que, en fait, Stallone, il a aussi cet esprit un peu à la Frank Capra, où l'idée, c'est de se dire, voilà, on peut essayer de s'en sortir, il y a toujours du bon dans l'Amérique, etc. Il est totalement capraesque dans sa démarche sur la quasi-totalité de sa carrière, en tout cas de ce qui est de l'écriture. Et donc là, oui, on arrive comme ça, comme si les années 80 débarquaient, parce qu'il y a ce renouveau de l'Amérique peut offrir des opportunités. Et en fait, Apollo, il est là pour ça aussi. Parce qu'Apollo, il est toujours en train de te rappeler ce qu'est l'Amérique, ce qu'est ses valeurs, enfin ce que sont ses valeurs, pardon, ce qu'elles peuvent apporter. La preuve, c'est que lui, il est devenu riche grâce au système américain, tu vois. Et donc oui, pour ceux qui ne savent pas, en 82, on a Reagan qui débarque, qui arrive au pouvoir, en fait. Et Reagan, c'est totalement ça. C'est dire tout ce qui s'est passé avant, les années 70 et tout, oublier,
Moi, c'est Make America Great Again. Comme quoi, il y en a un qui n'a pas tout inventé au niveau des slogans. Hein. Tu veux dire que le gars du slogan, c'est un peu comme Rocky, il reprend les trucs. C'est ça. Mais Trump est un Reaganien comme pas possible. Hein. Lui, c'est un Reaganien plus. Hein. Quand tu regardes toute sa politique, c'est exactement la même que Reagan, mais en un peu moins impérialiste, en fait. En moins acteur. Je trouve que les deux sont acteurs, hein, finalement, dans leur manière de faire. Et donc, on se retrouve avec ça, un film qui est à la fois ancré dans les années 70, mais qui peu à peu va se tourner vers les années 80 et annoncer ce que va devenir l'Amérique reaganienne, en fait, avec cet esprit de Make America Great Again, de rêve américain, etc. Et c'est intéressant parce que quand on parlera des suivants, on va se rendre compte que la saga elle-même va être miroir à la fois de la vie de Stallone, mais aussi de la vie américaine. Parce que ça va totalement correspondre avec l'évolution des mœurs américaines, en fait. Petite question, si je peux me permettre. Parce que tu dis que le film a quand même ce côté, le rêve américain peut venir et sortir. Mais tu n'as pas l'impression que le film est un peu presque, sur certains points, ironique avec ça? Parce qu'en ce qui concerne Rocky, ce rêve américain, c'est presque, enfin, ce qui se passe dans le film, c'est une espèce de rêve américain, mais un peu empoisonné. Et d'ailleurs, il le veut pas, il le subit, puis à la fin, il retourne à sa vie habituelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais qu'est-ce qui se passe finalement avec cette proposition, même s'il perd, il a gagné contre lui et ça en fait quelqu'un de meilleur, alors qu'avant qu'on lui offre cette opportunité, c'était un mec qui chaque jour faisait la même chose, qui traînait, qui savait pas trop quoi foutre de sa vie, qui avait aucune opportunité, en fait, tu vois. D'accord. Donc, ouais, un rêve américain de... c'est un happy end, mais avec cette sauce années 70 qui ne va pas le faire gagner jusqu'au bout, en fait, tu vois. Ça. Mais il gagne pas le combat, mais il gagne tout le reste. C'est-à-dire il gagne le plus important, en fait. Il finit à la fin qu'il a gagné la femme de sa vie, il a gagné le cœur du public parce que tout le monde l'encense, tout le monde il a gagné en argent. Ah si, à la fin, tout le monde... C'est le 2, ça. Là, tu es déjà en train de dire, je suppose qu'il a gagné de l'argent parce qu'il se trouve que je l'ai vu. Mais... Ah non, mais de toute façon, quand tu rencontres le champion du monde poids lourd, tu gagnes pas $16 à la fin. Hein. Mais tu gagnes des pains et de l'argent. Non, parce que son premier combat contre Spider Rico finit à la fin, il reste, je crois, c'est ça, genre $16 ou un truc comme ça. Moi, les frais, moi, la location. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il gagne $40, mais le vestiaire, le machin, le truc, à la fin, il lui reste rien. Je reviens sur le début, non seulement moins les frais, et en plus, il se fait insulter par tout le monde à la sortie. En plus, que là, bon, il a gagné, on ne sait pas combien qu'il a gagné, parce que même dans le 2, c'est pas dit. On sait combien qu'il gagne pour son contrat publicitaire, qu'il ne va pas respecter, mais ça, on en parlera plus tard. Mais pour lui, déjà, il a gagné un peu de sous, il a gagné un peu d'argent, il a gagné puis la notoriété. Même quand il marche dans la rue, même quand il va s'entraîner, tout le monde le reconnaît, tout le monde lui dit bonjour. Alors qu'avant, il se baladait dans la rue, mis à part les 4 clodos autour de l'orthodo qui chantent, personne ne lui dit bonjour à Rocky. Et les gens lui disent bonjour parce que c'est un héros de la classe ouvrière. C'est marqué dans le bouquin de David Da Silva. Alors, franchement, pour les gens qui veulent comprendre la politique dans Rocky et chez Stallone de manière globale, putain, mais lisez ça, quoi. Lisez ça, parce que je parle des années 70, 80 et tout, mais en fait, il faut savoir que Stallone, c'est surtout un populiste. Mais pas au sens comme on l'utilise nous quand on dit c'est populiste, non, c'est pas un facho, tu vois. Je rigole pour ceux qui se posent la question parce que Morgan il le dit toujours la même chose. Il est populiste. Oui, mais pas populiste dans mais non, mais je le précise toujours parce que les gens après vont dire mais il est pas raciste, ça n'a rien à voir. Parce que c'est dans le sens homme du peuple. Voilà, et d'ailleurs la première fonction du mot c'est ça. Et David Da Silva, pareil, qui a écrit le populisme américain au cinéma, et c'est un film de Capra devant. Et est-ce que finalement Capra il serait pas populiste, et donc Stallone qui aime beaucoup Capra il serait pas aussi populiste, et donc il s'adresserait avant tout au peuple, et donc est-ce que ce serait pas ça aussi ce qu'essaye de montrer ce film?
que c'est fait pour le peuple et pas pour les petits bourgeois. Parce que qui c'est qu'on voit finalement dans ce film, hein? C'est les prolos, voilà. C'est les ouvriers. Et en plus, Philadelphie, c'est une des plus grosses villes américaines prolétaires industrielles, en fait. Donc, elle n'a pas été choisie au hasard. Elle a été choisie pour ça. Et elle a été aussi choisie parce que c'est là qu'a été écrit a été signée la déclaration d'indépendance. Et dans Rocky Balboa, il s'en sert encore plus parce que là, il est carrément dans l'hôtel de ville pour faire valoir ses droits, tu vois. Donc, comme quoi. Et accessoirement, c'est là qu'était né Joe Frazier, qui était un des plus grands adversaires de Mohamed Ali. Tu vois, le hasard fait bien les choses. Et c'est aussi intéressant, comme on a déjà signalé, donc il y a le côté combat Ali-Wepner, on a parlé de Fraser, justement, de boxer les vaches, il y a aussi le poster de Rocky Marciano, donc même si c'est pas un film de boxe, on l'a dit, on le répète, c'est pas un film de boxe aussi parce que ça parle pas de tactique, de technique. Parce que tu verras jamais des matchs de boxe comme ça dans la vraie vie. Mais ça c'est après, on en parle après, 5 secondes. D'accord. Mais arrête de dépasser, toi. Toi tu mets la charrue avant les vaches, les vaches que tu as boxées avant. Les vaches que j'ai boxées. Il faut arrêter de boxer les vaches avant de les tuer. C'est ça, merde. Une nouvelle expression. Je sais pas ce que je voulais dire, tu m'as coupé avec tout ça en plus. On parlait de Joe Frazier et que... ce que je voulais dire, c'est que même si, on va le voir, la boxe, c'est peut-être pas le truc du film, mais il y a quand même aussi un amour de la boxe dans le film, qui à travers l'écriture, j'ai envie de dire, en côté, je pense que Stallone n'a pas regardé que ce match de boxe-là. C'est quelqu'un qui avait l'air, je pense, de suivre la boxe et d'aimer ça. Ah oui, ça oui. Bon, du coup, on va passer au combat final. Qu'est-ce que vous en dites? The final fight. Alors, première question pour Eddie. Ils ont fait de Rocky une fausse patte. Oui. Première question. J'ai vu ça dans une série télé, je ne sais plus laquelle dernièrement. Le contraire d'une fausse patte, c'est quoi? C'est une vraie patte? Une vraie patte. C'est une vraie patte. Bon, alors ça, c'est dans Kaamelott. Ah voilà, c'est là que je l'ai vu alors. C'est la fausse patte du Pays de Galles. Alors, c'est là que j'ai dû le voir, alors. Oui. Je sais plus. Je me rappelle plus. J'ai le truc qui. Si, c'est Kaamelott. Ah, c'est sûr, je connais par cœur. Kaamelott qui a déjà dépassé les 2 millions d'entrées au moment où on parle. Je me rappelle plus du tout. C'est abusé. Bref, alors, nous disions. La bagarre. Que Rocky est une fausse patte pour justement compliquer d'une certaine manière et rendre peut-être aussi un peu plus crédible. Je pense pas que c'est que pour ça, c'est aussi pour montrer que le mec, il est pas comme tout le monde, tu vois. C'est pas le combattant habituel, mais aussi parce que du coup, ça complique un peu le combat face à Mohamed Ali, Apollo Creed. Donc, vas-y, ton avis sur la fausse patte. C'est une fausse patte, mais si je peux me permettre, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que souvent, c'est une fausse patte en haut, mais c'est une vraie patte en bas. C'est-à-dire qu'il a un placement de jambe qui est très, très, très bizarre. C'est-à-dire que normalement, un boxeur orthodoxe, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'il va avoir catholique. le bras gauche en avant qui protège, tac, et puis le bras droit derrière, c'est le bras fort. Voilà. Et la jambe gauche en avant, et on bouge en bougeant les jambes comme ça, on croise jamais les jambes. Voilà. Et là, Rocky, donc il a le bras droit en avant, puisqu'il est gaucher, donc son bras fort derrière qui va venir avec de l'élan, mais il a la jambe gauche en avant. Donc il a une position qui est un peu bizarre. Il va se péter le bassin comme ça. Mais tu crois que c'est fait exprès ou c'est juste... Non, je pense que c'est juste parce qu'il ne savait pas se positionner du tout. Mais ils avaient je suis plus sûr pour le premier, ils avaient un chorégraphe pour la boxe. Ouais, mais il l'a viré Stallone. Ouais, c'est bien ce que je me disais, il y avait une histoire comme ça. Parce que lui, il ne voulait pas faire Stallone. Comme ça, il a dit ouais, moi je veux pas qu'on fasse comme ça, tu dégages ou un truc dans le genre. Mais parce que l'autre, justement, le chorégraphe, il disait à Stallone comment il fallait qu'il se positionne et comment il fallait donner les coups, parce que c'était un vrai boxeur, ils avaient pris comme consultant pour coacher, pour faire les chorégraphies. Et Stallone a dit ouais, mais non, c'est de la merde. Mais il aurait dû quand même. Après, c'est du cinéma, il ne faut pas oublier ce détail-là. Je sais, mais moi, enfin, vous savez que moi, les premiers matchs de boxe que j'ai vus dans ma vie, c'est Rocky. Et ensuite, j'ai vu un vrai match. Et j'ai dit, mais
Ah, putain, c'est mou quand même leur truc là. Bah ouais, en fait, ils ont une garde, ils se tapent pas sur la gueule avec 10 coups d'un coup. Ça, c'est toujours comme ça entre les films et la réalité, hélas. Hein, mais bon. Ah ouais, ça m'a fait rire. Tu t'es dit, mais c'est marrant, tous les coups ne portent pas, je comprends pas. Ah ouais, c'est ça. Et tu t'es peut-être dit, tiens, c'est marrant, quand il est hors distance et qu'il touche pas, il touche vraiment pas en fait. Et on n'entend pas de bruit. Ah ouais, parce que j'ai revu le film, là je profite, la parenthèse. Au début, il est là, pam, il travaille en jab, tu vois. Et tu vois Rocky qui fait Et au début, je pensais que c'était genre, il a peur, tu vois, des réflexes. En fait, il est à ça. Voilà, il est à ça, donc je me suis dit, c'est les réflexes. Et en fait, non, t'entends le bruit d'impact. Tu fais, ah non, il est censé se prendre des coups, en fait. C'est pour ça que c'est important de rappeler que ce n'est pas un film de boxe. Parce que sinon, si c'était un film de boxe, on aurait dit non, tu te fous de ma gueule, là, gros. C'est un film de boxeur, mais c'est pas un film de boxe. C'est ça. Mais pour la petite histoire, quand ils ont commencé à tourner le combat final, à la base, ils improvisaient. Hein. Et toi, vas-y, on improvise. Vas-y. Puis pareil, ça donnait rien du tout. Puis un jour, le réalisateur, il a pété un plomb, il a fait bon, Stallone, hein, vas-y. T'as fait le scénario, maintenant, tu me fais le scénario du combat. Vas-y, démerde-toi. Il paraît qu'il est revenu avec je sais pas combien de pages de texte, gauche, droite, esquive. Il a fallu qu'ils apprennent tout par cœur. C'était un truc de malade, par contre. Oui, mais ça, c'est dans tous les films de Castagne, hein, mon cher. Hein. Ouais, non, mais en général, dans les films de Castagne, les mecs savent se battre. C'est un avantage. Mais bon, quand tu vois que par exemple, ils ont entraîné pendant 3 ans avant de tourner le film, tu vois. Bah ouais. Donc c'est là que ça va venir, c'est que Carl Weathers, 15 jours avant le début du tournage, n'avait jamais boxé de sa vie. Et ouais. Voilà. Voilà pourquoi on a ça à la fin. et que Carl Weathers, il est quand même pas ridicule parce que, mis à part que les coups sont vraiment éloignés pour certains, je veux dire, dans sa gestuelle, dans sa façon de bouger, il arrive bien à copier le style de Mohamed Ali. La façon particulière qu'avait Mohamed Ali de mettre donc les jabs, le coup donc avec le gauche, en étirant son corps, en allant loin, parce que le Mohamed Ali avait une très très grande allonge, d'être vachement porté sur la jambe avant, limite la jambe arrière de limite décollée, tu vois. Il arrive vraiment bien à le faire. Comme un papillon. Exactement. Il piquait comme une abeille. Wow. C'est pas mal ça. Wow. Ça, c'est un slogan, je pense. Faut le garder, ça. Faut le garder. Ouais, ça, on le garde. C'est pas Kerry James qui l'a inventé, ça. Donc, tu disais, Eddie Ouais, donc je disais que malgré tout, donc Carl Weathers, qui a quand même une jolie. Après, il était sportif de haut niveau, parce qu'il était footballeur américain. De base, avant d'être acteur, c'était un footballeur américain. Donc c'était quelqu'un quand même de sportif, quelqu'un qui était habitué à bouger son corps, quelqu'un qui avait une certaine mobilité au niveau de son corps, et donc qui avait quand même certaines aptitudes pour pratiquer un sport, peut-être même comme la boxe. Et en plus de ça, il était vachement, enfin moi je trouve en tout cas, il était vachement, je te dis, j'ai re-regardé le combat, donc le combat Ali Wepner, et quand je l'ai re-regardé, c'était rigolo parce que c'était presque à la fin du combat, donc il y a ma femme qui rentre des courses et qui voit le combat, et elle voit la tête de Chuck Wepner, et dit, oh, la gueule qu'il a, lui on dirait Rocky. Ben, je dis, tu crois pas si bien dire, parce que c'est le combat qui a inspiré Stallone pour faire le film. Et donc, ma femme qui connaît Mohamed Ali, mais qui le reconnaît pas spécialement si on lui dit pas que c'est Mohamed Ali, donc elle voit Mohamed Ali qui boxe, mais elle dit, lui en face, c'est qui? C'est Apollo Creed. Parce que, en fait, du coup, Mohamed Ali, ou plutôt Carl Weathers, avait vraiment bien réussi à copier le style de Mohamed Ali, que du coup, on arrive un petit peu à les confondre tous les deux. Pour celui qui connaît pas. Tout à fait. Moi, j'ai une question sur la garde de Rocky, qu'il a aussi dans le premier combat à faire. Un point là et l'autre point ici en bas, comme ça. Il n'a pas de garde. Il n'a pas de garde. Il est comme ça. Il fait pas des top. Oui, on est d'accord, mais avec le bras ici en bas, il est comme ça des fois. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai des points là. Mais il y en a qui le font comme ça. C'est Floyd Mayweather, il se boxe comme ça. En fait, au lieu de mettre la main comme ça, il a la main en bas. Et donc, du coup, ça donne de la rapidité parce que tu fatigues moins. Donc, en fait, tu vois, tu protèges ton menton avec ton épaule. J'arrive pas à le faire parce que je suis bloqué dans tout ça, mais puis en plus, je sais pas le faire. Mais je pense qu'il y a aussi le coup de l'esquive, non? L'esquive rotative. Bon, là, j'arrive pas, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour. Esquive tellement vite que ta caméra le suit plus. Ouais, non, Rocky, il a aucune garde. Il est complètement mauvais.
Oh, tu peux taper dans ma tête. Mais bon, rappelons que le personnage de Rocky est censé avoir aucune technique. Alors, C'est censé être un bon. c'est ça. Mais il a aucune technique. Et donc, comme on disait tout à l'heure, Chuck Wepner avait pratiquement la même technique que Rocky Balboa. C'est-à-dire que si Carl Wheeler a bien recopié le style de Mohamed Ali, Sylvester Stallone a bien recopié le style de Chuck Wepner aussi. Il faut vraiment que je vois ce match du coup, parce que ce serait la première fois de ma vie que je vois un match de boxe où le gars il a quasiment pas de garde en fait, tu vois. Regarde, il est dispo sur YouTube. En intégrale. En intégrale. Est-ce que vous saviez que, pour la petite histoire, ce combat, je pense que oui, vous le saviez, puisque vous savez tout, il a été tourné, en fait, les scènes à l'envers, les rounds à l'envers. Et en fait... je savais pas. Je savais pas non plus. T'as vu, on sait pas. J'avais entendu dire que pour une question de budget, en fait, ils ont fait les derniers avec tout le maquillage sur la gueule, tu vois, et qu'en fait, ils enlevaient le maquillage plutôt que de le rajouter. C'est bizarre. Je t'avoue que oui, c'est clair que si tu enlèves ça, tu enlèves ce qu'il y a dessous. Hein. Je pense pas qu'ils ont enlevé tout, mais peut-être certains petits trucs, certaines touches, et que ça avait été fait à l'envers. Aussi, et comme ils ont fait pour son short là. Aussi parce que en fait, à la fin, la fin du film, c'est là où tu vois le plus le public sur la fin, tu sais, quand il finit. Or, le public était venu au début, donc les comment on appelle ça déjà, ceux qui sont dans le fond, j'ai oublié le terme, les figurants. Voilà, les figurants, ils étaient venus au début. Puis après, ils sont partis, tu vois, parce qu'ils ne sont pas restés tout le long du tournage. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont d'abord tourné la fin. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs, pendant tout le combat, on a cette lumière très forte et on voit très peu ce qu'il y a en dehors du ring. D'accord. Donc je pense que c'est plus pour des raisons logistiques avec les figurants, plus que pour le maquillage. Parce que pour le maquillage, ça me paraît compliqué parce que si tu pars d'un maquillage complet au début et qu'au fur et à mesure, tu retires. Pour le peu qu'à un moment, t'aies une couille et que t'aies retiré un truc supplémentaire, tu vas avoir un faux raccord tout de suite, en fait. Oui. J'avoue que le coup du maquillage, ça me paraissait bizarre, mais je pense peut-être certains coups et tout. Mais c'est sûr que si c'est l'intensité de toi, c'est un peu rouge, très rouge. Ouais, là, tu peux pas. Là, tu peux mais pas. Je pense que c'est plus la logistique des figurants, sachant que pour Rocky Balboa, ils avaient le même problème, sauf qu'en fait, comme Rocky, c'était déjà connu à l'époque. Les mecs s'attendaient pas à avoir avoir Stallone débarquer sur le ring, et donc ils ont quand même attendu pendant des heures et des heures, là où à l'époque ils avaient juste, pour le premier Rocky, ils avaient juste embauché des figurants, alors que pour Rocky Balboa, c'était des mecs qui attendaient un vrai match en fait, tu vois. Et donc on leur a dit, les gars, d'abord on va tourner un truc, ça vous dit de participer. Donc super quoi, tu viens voir un vrai match, puis d'un coup tu vois Stallone qui débarque en tournage, tu fais ouais, trop bien. Tu m'étonnes. Mais au passage, c'est marrant de signaler qu'ils ont eu des soucis de figurants sur cette scène, c'est la scène de la patinoire comme on l'a dit et tout, tu vois, c'est assez rigolo de voir ça. Mais là par contre ils pouvaient pas faire que le stade était vide, ils pouvaient pas. Sinon, le combat en lui-même, il est assez court. Hein. Quand j'ai revu le film, je me suis fait putain, il est court. Peut-être parce que je me suis fait le vrai juste avant, les 15 rounds. Celui-là, tu te rends compte qu'il est quand même, entre guillemets, pas rushé, mais ouais, quand même. Moi, je trouve qu'il est assez rushé. Il est rushé. D'accord, ok, il est rushé. Surtout quand tu es un habitué de la saga Rocky. Évidemment que là, nous, c'est un peu anachronique quand on fait la différence avec les suivants. Mais c'est vrai que quand tu regardes les matchs de boxe qu'il y a eu par la suite, par exemple, Rocky 4, tu te dis, mais putain. Le match, il est interminable en fait. Ils se mettent des coups sur la gueule pendant combien de temps, tu vois. Et Rocky 4, c'est le plus court et il a peut-être le combat le plus long. Mais ouais, c'est ça qui est fou. Mais mais je veux dire, c'est cette sensation que le combat est très très court. On a, donc comme on a dit, surtout les enchaînements avec le jab, puis ensuite Rocky qui lui met une grosse droite, et après il le travaille surtout au corps. D'ailleurs, je crois qu'il lui dit qu'il lui casse des côtes. Ah, la vache, hein. On revient à la technique de la vache. En fait, tu vois, si c'était un jeu vidéo, quand il envoie ses coups au corps, il ferait cow punch. Le point de la vache. Oui, vas-y. The cow punch. The cow fist. Mais bon, ça risque d'être mal compris. Ouais, il y a un moment, donc entre le 14 et le 15e, donc à la dernière pause, avant le dernier round, t'as. Vas-y, on t'écoute. Ouais, donc tu disais, ouais. Donc je disais donc, t'as l'entraîneur, donc comment il s'appelle, Duke Delphi, donc qui est en train de parler à Apollo et qui lui dit, j'arrête le combat, t'as une hémorragie interne. Et Apollo qui dit non, j'y vais.
Mais une hémorragie interne. Et le gars, il a fait un scanner entre deux. T'as pas vu, mais il a fait un scanner. Comment il fait pour savoir qu'il est déjà comment il fait pour savoir qu'il a une hémorragie interne? Et de où tu continues de faire boxer ton boxeur avec une hémorragie interne? C'est bon. Ce film est aussi connu pour le fait que normalement l'arbitre il aurait arrêté le combat au deuxième round. Bien avant. Bah, oui. Vu les blessures regarde Ali Wapner, le combat il va jusqu'au bout. Hein. Oui, mais faut pas oublier que le match interne, l'autre. Le match dans Rocky, faut pas oublier que c'est un match de gala en fait à la base. Non. Pour le titre, c'est sûr. Ah oui, il y a le titre mondial qui est en jeu. Merde. Parce qu'en fait, comme dans la réalité, en fait, il devait combattre un autre qui s'est désisté pour je sais pas quoi. Et après, il dit mais moi lui, c'est pas possible. Bon bah du coup, on fait le coup du rêve américain. Il y a un truc qui m'a induit en erreur parce qu'à un moment durant le match, t'as Duke qui lui dit il combat pour de vrai, il est pas là pour déconner. Et du coup, je me suis dit bah en fait, c'est un match de gala au final. C'est pour ça que j'ai pas. Non, mais de toute façon, même un match de gala, tu combats pour de vrai. Hein. C'est pas de la touchette. Un match de gala. Mais je veux dire, l'arbitre, à mon avis, il est beaucoup plus. Match de gala, tu combats pour de vrai. Toi, t'as pas vu le dernier Logan Paul contre Floyd Mayweather? Non, mais c'est pas de la boxe. Je parlais de boxe, monsieur. Je parlais de boxe, moi, monsieur. Non, moi, je parlais de match de gala de merde. Je parlais de boxe. C'est pas parce qu'on est sur YouTube que on doit être pour des youtubeurs. Ah non, mais surtout pas. Surtout pas. Bref. Ouais, non, mais je veux dire, les matchs de gala que j'ai vus, moi, même les amateurs, t'en fais pas. J'y allais. Le dernier match de gala que j'ai vu, c'était deux vieux qui s'affrontaient. Alors, je sais, c'est Tyson contre Roy Jones. Ouais. C'était beau à voir, mais tu sens quand même que les mecs sont fatigués. Hein. Je pensais que ça allait dire Stallone contre De Niro. Moi, je suis déçu. Ah, match retour, c'est beau. Bref. C'est bien d'en parler un jour. Ah, peut-être. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur ce combat de boxe en lui-même? Sur le combat de boxe, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mis à part le fait que, voilà, c'est entre l'hémorragie interne d'Apollo et les yeux fermés de Rocky, normalement, le combat aurait dû être arrêté. Même ce qu'il demande Rocky à la fin, coupe-le, il a l'œil tout gonflé. Moi, je fais pas ça. Coupe-le, c'est pour faire dégonfler. Ça n'existe pas, ça c'est pas vrai, c'est faux. Là, normalement, l'arbitre est censé arrêter le combat pour une coupure. Donc, si t'es boxeur, tu ne demandes pas à avoir une coupure, c'est pas possible. J'ai perdu. Mais la fin du combat, enfin l'après-combat, me fout toujours autant de frissons. Ah ouais, mais... Grave, alors, on se fout de sa gueule à chaque fois quand tu fais Adrian. Mais quand tu vois les images, quand tu vois le champ contre champ avec Adrian qui essaye de se frayer un chemin dans la foule et tout. Les autres qui posent des questions. Et qui disent j'en ai rien à foutre, va chier, Adrian. Et elle est magique cette scène, putain. Elle me fout encore des frissons, quoi. J'avoue qu'elle fonctionne très bien, ouais. Franchement, ouais. Et pour la petite histoire, j'avais entendu dire que, bon, ça c'est plutôt avant le début du tournage, je suppose qu'en fait, Stallone, il s'en foutait que le personnage gagne ou perde de combat, en fait. Il trouvait ça secondaire. Logique, par rapport à ce qu'il avait écrit, il devait perdre et tout ça, enfin au début même pas faire le combat, mais que si les producteurs décidaient de le faire gagner, c'était pas ce qui l'intéressait le plus, quoi, finalement. Mais que je pense qu'il n'a pas été très mécontent du résultat final. Je pense que c'est pas vraiment important, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on arrive à ça. Non, mais en fait, quoi qu'il arrive, de toute façon, il a gagné. Qu'il gagne sur le ring ou qu'il perde, il s'en fout parce qu'il a gagné. Et c'est ça qui le rend plus beau, justement. Parce que s'il avait gagné le combat, bah, ça aurait été cool, ok, mais il n'y aurait pas cet impact de il a perdu, mais il a gagné. Tu vois ce que je veux dire? Justement, il n'y aurait pas eu tout ça. Ouais. Et je trouve que ça fonctionne, entre guillemets, mieux pour le message du film, pour ce que le film transmet. Ce côté tenir, encaisser, etc., qu'on a déjà dit. Et ça, c'est un truc qu'on revoit dans, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film 5e set, qui est sorti cette année sur un tennisman. Oui, avec la fin. Bah ouais, voilà. La fin frustrante. la fin frustrante, mais du coup, très logique. C'est le même principe que Rocky. Oui. Peu importe, parce que de toute façon, il a gagné. Oui, mais il n'empêche que la fin du film. Putain, j'étais à fond dans le match, hein. J'hallucinais. Hein. Moi aussi. Et il y a un ado qui était devant moi avec sa meuf. Il fait. Ils sont sérieux là. Le gamin il était vénère. Et il se retourne, il fait
sont sérieux. Je fais, bah écoute, je fais peu importe, on s'en fout de savoir ce qui se passe. Il a gagné, et donc je lui ai expliqué vite fait, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, je fais putain, mais en fait, ouais, c'est la même mentalité que Rocky, en fait. Ah ben moi, je suis sorti du film vite fait en mode aussi, mais ils sont sérieux, je comprends tout à fait. Mais ils sont sérieux, bordel. Il va y avoir un 2, il y a une post-credits. J'étais tellement à fond dans le film, c'est pas Marvel. Dans le truc à la fin, là, j'étais oh là là. Franchement, voilà, bon, bref, on va arrêter de parler de ce film, mais oui, en effet, tout à fait, je trouve que dans Rocky, ça passe bien. Du coup, les gens, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Rocky Number 1, premier film? C'est pas mon préféré. C'est dit. Moi, c'est pas mon préféré non plus, mais je l'aime beaucoup. Ah non, mais moi je l'adore, hein, mais c'est pas mon préféré. Et Eddie, on a oublié d'en parler, maintenant que je vois, on en a parlé en off, on a oublié de parler. Qu'est-ce qu'il a dit le réalisateur sur la boxe, que s'il fera un film de boxe Ah ouais. On a oublié de le dire, ça. Oui, il a dit parce qu'on a, du coup, on a les mêmes bonus. Les bonus que j'ai On a les mêmes bonus DVD. On a les mêmes bonus DVD. En fait, on a des scènes d'entraînement. Donc, il travaillait sur 8 mm. Il filmait en 8 mm et il se reprojetait les images pour voir ce que ça allait donner, pour travailler les chorégraphies et tout. Et avant ça, tu as donc le réalisateur qui disait ouais, je vais regarder énormément de films de boxe avec notamment, alors je sais qu'il cite Raging Bull, je sais plus quel film d'autre il cite, et il dit je ne voulais pas que ça ressemble à ces autres films de boxe, je voulais quelque chose qui soit beaucoup plus authentique, qui fasse beaucoup plus vrai. Alors normalement j'ai écrit la transposition. Mais le boulard d'Advilsen. Avant de faire Rocky, j'ai regardé plein de films de boxe. Je trouvais les combats bidons. Ça c'est les sous-titres. Hein, ouais. Les sous-titres. Ouais, je me suis dit que si je devais faire un film de boxe, il faut que ça ait l'air vrai. Voilà. En citant Raging Bull en plus. Ouais, il cite Raging Bull. Après Raging Bull, c'est vrai que les combats ils sont pas extraordinaires. Oui, mais tu vois quand il parle d'authenticité, tu ressens beaucoup plus l'impulsion et cette impression d'être sur le ring quand tu regardes Raging Bull que quand tu regardes Rocky, tu vois. Effectivement. Non mais on s'en fout de Raging Bull, c'est juste les autres là, ils sont pas vrais. C'est pas du vrai cinéma, ça, Scorsese. Moi, je vais faire un truc authentique, alors que Rocky, on l'a dit encore, c'est l'anti-authenticité de la boxe par excellence, quoi. Scorsese, c'est pas du vrai cinéma, ça. Non, quand même, on va pas aller jusque là. Il a pas dit ça quand même. Hein, on va se calmer. Hein. Ah ouais, non mais ça il fallait le citer. On l'a oublié, on l'a dit en off et du coup on allait oublier de le dire. Ouais. Non, c'est vrai que c'était très marrant à voir ça. Je me suis dit la même chose que tu, mais il est sérieux. Est-ce que vous avez peut-être des ouvrages, des documentaires à conseiller autour de Rocky justement pour que les gens ils aillent un peu plus loin peut-être, non? Sur l'analyse du film, moi je t'avoue qu'à part justement tous les bonus DVD que j'ai écumés pour retenir des trucs, c'est marrant parce qu'un truc que j'allais citer, que j'aurais pu citer, tu l'as cité avant, donc on va éviter. Ouais, les deux bouquins de David Da Silva, ouais, clairement. Ouais. Le Mad Movies hors série sur Rocky. Moi j'ai un truc super à recommander aux gens qui veulent aller plus loin dans Rocky, premier du nom. Vous envoyez la vidéo depuis le début. Oui, aussi, c'est pas mal. c'est vrai que ça peut être pas mal. Le mec qui se balance des fleurs, mais comme pas possible. Là, c'est... Ouais, vas-y. Et non, je pense aussi à un documentaire Arte qui s'appelait Stallone, Profession Héros, ou un truc dans le genre, qui a été réalisé par le même gars qui a fait Rocky 4, Coup de poing américain, si je dis pas de conneries. C'est le même réal, je crois. Et pareil, celui-là était cool. J'en ai regardé deux des documentaires aussi sur YouTube, mais c'est plus sur la saga Rocky que sur Rocky 1. Ouais, c'est un peu la difficulté, c'est qu'on trouve beaucoup de choses sur la saga dans son entièreté, peut-être pas sur l'impact du premier. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que comme tu parles de YouTube, moi j'ai fait une vidéo sur Rocky Rambo, transition entre les années 70 et les années 80. Je me dis que tu en as parlé un peu là pendant cette vidéo. Ça tombe bien. Moi, s'il y a une dernière chose qu'on peut recommander, je pense qu'on l'a vu, mais recommander, c'est un grand terme. Mais c'est forcément le combat entre Wapner et Ali, qui est quand même à la base de beaucoup de choses dans le film et dans la conception du film, dans l'idée du film. Après, c'est peut-être pas le plus grand combat de tous les temps, mais si on veut un truc entre guillemets documentaire qui va vous guider dans la compréhension des idées qu'il y a dans le film, vous le retrouverez dans ce combat.
Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur le film? Il est bien, regardez-le. Ouais. Critique. Ouais. Critique à chaud. Il est bien, regardez-le. Ouais. Ah oui, bah, c'est comme ça. Bon, alors du coup, on s'arrête là? Bah ouais, pourquoi pas. Bon, De toute façon, on aura encore le temps de parler oui, de... il y a des trucs qu'on a oubliés, de toute façon, on pourra les reprendre parce qu'au bout d'un moment, les choses commencent à se lier. Donc, voilà. Non, Donc on s'arrête non, là pour cette vidéo. Oui, oui. Juste dire, pardon, je m'excuse. Juste dire, voilà, regardez Outsider, donc le film qu'on a cité au début, qui est hyper intéressant parce qu'il y a plein de parallèles qu'on découvre à l'intérieur du film, parce que on n'a pas tout dit, mais il y a plein de parallèles qu'on découvre de la vie de Chuck Wepner, qu'on retrouve après dans les films Rocky Balboa, qui sont aussi très très intéressants, et le film est aussi très bien fait. Voilà, et ben on s'arrête là. Merci à tous, portez-vous bien, bonne Pâques, joyeux Noël, hasta la vista baby. Allez, ciao. Le like, le partage, l'abonnement. J'en reviendrai.